Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de MK. Le concept est très simple. J'invite des entrepreneurs, des artistes, des sportifs au parcours inspirant afin qu'on puisse mieux comprendre l'humain derrière la trajectoire. On va retracer toutes les étapes de sa carrière et on va essayer vraiment de faire connaissance avec lui afin que vous puissiez tirer des enseignements qui vous servent aussi dans votre quotidien. Mon invité du jour est un ancien footballeur professionnel. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais avec des grands noms du football français. Karim Benzema, ballon d'or du peuple. Hatem Ben Arfa, génie du ballon rond. Il a également évolué en professionnel avec des joueurs tels que Juninho, Sylvain Wiltord, Sidney Govou ou encore Eric Abidal. Il marque un but pour sa première apparition professionnelle en Ligue des Champions. Ensuite, il va connaître un parcours à l'international, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est entraîneur, responsable formateur, et mais aussi auteur d'un livre autobiographique intitulé La valeur de l'échec. Sylvain, bienvenue. Merci, c'est gentil. Comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Ça fait du bien, hein? Grave. Ça fait longtemps qu'on avait pu échanger. Donc, je suis ravi vraiment que tu sois mon premier invité. Ouais, Donc, comme on a dit, on va parler football. ouais. On va aussi s'intéresser à l'homme. Donc, ma première question, qui est Sylvain Idangar aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je pense que tu as résumé un peu de ce que les gens voyaient de l'extérieur de Sylvain Idangar. Mhm. Moi, je me présente comme une personne aujourd'hui épanouie. Mhm. J'arrive à un âge de maturité Ok, et surtout, je ressens ce profond besoin de retranscrire. ok, super. Je sais que tu es aussi d'origine tchadienne. Ouais. Donc, j'aimerais savoir en fait quels sont tes rapports avec l'Afrique. C'est vrai que plus jeune, mes parents, ils m'ont pas emmené en Afrique, pour faute de moyens, mais Mhm. grâce à la sélection, j'ai pu découvrir mon pays. Ouais. Et, donc voilà, j'ai pu un peu découvrir mes racines Ouais. avec mes oncles, et mes tantes et mes cousins. D'accord, oui, donc c'est bien, tu gardes quand même des attaches. Ouais. Je sais que l'éducation des parents, c'est quelque chose d'important pour toi. S'il y avait 3 valeurs qui pouvaient te définir, ce serait lesquelles? Trois valeurs, d'abord l'humilité, Mhm. parce que mes parents m'ont évertué à aller m'éduquer sur les valeurs de l'humilité pour toujours jamais mettre son ego de l'avant, moi. Mhm. Donc il y a cette première valeur, puis il y a là aussi le travail. Oui, c'est important. Je pense que voilà, euh, vu la vie qu'ils ont eue, je pense que quand ils parlent de travail, ils savent de quoi ils parlent et ça, ils m'ont retranscrit ça. Et puis il y a le respect. D'accord, ok. Euh, Avant de pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous expliques comment le football est entré dans ta vie Mhm. et qui étaient tes idoles à cette époque-là. D'accord. Donc le football, moi, il y a un fait marquant quand j'étais petit, c'est d'abord mon père faisait du foot Ok. et à des niveaux amateurs. Mhm. Et puis voilà, puis un jour je l'ai vu revenir à la maison avec des crampons, avec ses amis, en short, avec des éraflures sur les genoux et tout. Et Mhm. puis ça m'a marqué et je Ouais. pense que ça a été la première vision qui m'a un peu accroché avec le foot. Mhm. Et puis après, naturellement, j'ai demandé à être inscrit en club. Mhm. Avant, bien sûr, je tapais le ballon avec mes camarades de quartier. Mhm. Mais bon, en tout cas, c'est cette première vision-là qui m'a fait à faire du foot, en tout cas. D'accord, ok, super. Et c'est vrai que tu as un parcours en fait qui est assez atypique parce que si je me souviens bien, tu commences à Verrières-le-Buisson, Mhm. ensuite tu vas enchaîner avec le CFFP C'est ça, et ensuite tu vas aller donc à l'Olympique Lyonnais. c'est ça. Donc souvent tu as été surclassé, Ouais. donc souvent en avance, on va dire, sur les collègues et tes catégories. Mhm. Quand tu entres en centre de formation Ouais. avec des talents énormes, on en reparlera, c'est quoi le quotidien d'un jeune qui quitte donc la maison, le cocon familial, pour aller dans un centre de formation et devoir y faire sa place? On rentre dans un sport-études. Mhm. Donc, tous les horaires sont aménagés de manière à ce qu'on puisse poursuivre correctement notre cursus scolaire Mhm. et aussi de bien appliquer ce pourquoi on est venu, Mhm. le foot, avec une charge d'entraînement
assez élevé Oui. pour des jeunes de nos âges. Et donc voilà, c'est le mix des deux. C'est le mix des deux qui est en centre de formation. Donc on apprend à vivre avec cette rigueur de travail. D'accord, donc c'est l'exigence du haut niveau. C'est ça. Donc il faut être rigoureux. Mm. Et les places coûtent cher, hein. On sait que chaque fin de saison, il y a des bilans. C'est ça. Donc il y a beaucoup de déçus, Ouais. très peu d'élus. C'est Donc exactement ça. toi, tu as su maintenir le cap, on va dire, pendant un bon moment. De toute Ouais. façon, on va découvrir ensemble. Euh, Tu fais partie d'une génération quand même avec d'énormes talents, je le disais en intro. Et j'aimerais que tu me parles particulièrement en fait de deux phénomènes. Mm. Dans un premier temps, donc Karim Benzema. Ouais. Et ensuite, Hatem Ben Arfa. On va commencer avec Karim Benzema et j'aimerais que tu me le décrives un peu humainement et sportivement, même comment tu vois sa carrière actuellement. Ouais. Karim Benzema, c'est un joueur qui est pétri de qualité, mais surtout sa grande force, c'est qu'il est doté d'un mental hors du commun. J'ai rarement vu ça chez un joueur de foot. Mm. Et malgré qu'il n'a pas eu, on va dire, le parcours en centre de formation comme un joueur en tête de gondole, Mhm. il est arrivé un peu sur le tard Ok. par rapport à d'autres Mhm. qui avaient un énorme talent. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui est résilient, qui lâche rien, qui travaille, Mhm. qui sait où il veut aller. Et c'est une des causes qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, hein, le ballon d'or du peuple. Ah, ça, bravo à lui en tout cas. Et Hatem, que dire d'Hatem? Ouais. Athème, c'est autre chose. Déjà, avant d'arriver au centre de formation de Lyon, Mhm. il était déjà connu. Oui. Et c'est vrai qu'avec le documentaire à la Clairefontaine, ça avait fait beaucoup parler de lui, beaucoup de bruit. Et bon, c'était pas facile pour lui parce qu'il était déjà très médiatisé. Mm. Et avec son jeune âge, c'est comme un colis piégé. Tu vois, si t'es pas fort mentalement, si Mm. c'est pas bien t'entourer, voilà, ça peut faire quelques dégâts. Mm. Quand il est arrivé à Lyon, il a confirmé sa réputation. Mm. C'était un génie du foot. Mm. Mm. Donc, je pense qu'il y a consensus sur ce que je viens de dire, quoi, parce que tous ceux qui l'ont vu évoluer, qui sont entraînés avec lui, qui ont joué les matchs le week-end avec lui, Mhm. savent de quoi Hatem est capable. Et voilà, on en a tous subi les conséquences à l'entraînement. et oui, c'est des joueurs comme ça, je pense pas qu'on en voit deux fois dans sa vie, Mhm. mais oui, je confirme. Je confirme tout ce qui a été dit à son sujet. C'est vraiment un génie du foot. Ok, ça marche. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, il joue au paddle apparemment. Oui, c'est ça. Donc, petite reconversion, mais Tranquille. on espère que ça se passe bien pour lui. On va revenir sur toi. Donc, tu es en centre de formation Ouais. avec vraiment une génération élite. Mm. U15, tu es champion de France, tu gagnes le tournoi de Montaigu. C'est ça. Tu enchaînes après avec les U17. C'est ça. Tu commences à être sélectionné en équipe de France jeune. Ouais. U19 aussi. Et tu participes à un championnat d'Europe. Ouais. Donc j'aimerais en fait que tu puisses nous expliquer déjà qu'est-ce que ça t'a fait de porter le maillot bleu pour la première Mhm. fois. Et puis aussi, qu'est-ce que ça fait d'être un jeune international? Bah, avec les valeurs qu'on m'a inculquées, ces valeurs-là m'ont permis de garder la tête froide et la tête sur les épaules et de me dire toujours t'es jamais arrivé, t'es jamais arrivé, t'es jamais arrivé. Et puis c'est vraiment le cas. C'est pas parce que tu es international, jeune, que ça y est, t'es même pas encore pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça sent bon, tu vois, qui était dans ton temps de passage, voire en avance. Oui. Et oui, effectivement, représenter son pays, Oui. la France, c'est sûr que c'est une fierté. Et c'est encore plus une fierté pour mes parents, la famille, les amis qui m'ont vu évoluer dès tout jeune Ben oui. tu vois, au quartier. Et voilà, c'est vraiment un plaisir, une fierté, une grosse satisfaction, mais sans me dire que ça y est, t'es arrivé. Tu vois. Oui, je vois. Mais c'est quand même une consécration. Puis on se rappelle qu'à cette époque-là, la génération 84, il y a de très gros talents. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont même déjà professionnels à ce moment-là, notamment des joueurs comme Mourad Megni, C'est ça. qui était déjà qualifié du petit Zidane. Ouais.
Et Emers Faé, qui lui Exactement. aussi était en avance sur son temps, titulaire à Nantes, gros volume de jeu, Bien sûr. comparé déjà à Makelele. Mm. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur les deux? Ouais, bah, Mourad, c'est aussi un talent, c'est un genre de talent. C'est son toucher de balle, comment il manie le ballon, ça c'est inné. Ouais. Donc moi j'ai pu en profiter Mm. en sélection puisqu'il il m'a régalé de superbes passes. Et non, ouais, c'est juste que lui, à mes yeux, il n'a pas eu la carrière aussi à la hauteur de son talent. Mhm. Les raisons, je ne les connais pas. Mm. Mais c'est un des joueurs qui fait partie des joueurs qui vont marquer Ouais. en termes de talent et de qualité. Je confirme, hein, c'était un très bon joueur, très bon technicien. J'ai des skills encore en tête de lui à Sochaux, Ouais. très bon joueur. Mm. Et Emers Faé alors? Et Emers Faé aussi, bah, comme tu as dit, nous on l'appelait Makelele. Mm. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a tout dit. Hein. Mm. Makelele, Emers Faé, c'était vraiment notre Makelele de la sélection, Mm. justement. Et voilà, c'est un bon ami. Je l'apprécie beaucoup. Ouais. Morad aussi, hein, au passage. Ouais. Et voilà, vraiment, c'est partie des meilleurs joueurs de sa génération, Ouais. de manière incontestable. Ouais. Donc tu es dans le bon wagon à ce moment-là. Mm. Donc on va continuer dans le parcours. Tu finis ce championnat d'Europe U19. Ouais. Tu vas t'aguerrir encore une saison en réserve, qui était à l'époque en CFA. C'est ça. Donc tu cartonnes offensivement, tu fais partie des meilleurs joueurs, Mm. passe décisive, tu régales. Et donc, une année après, tu signes ton premier contrat pro à seulement 19 ans. Ouais. Et c'est un contrat, il faut savoir, 3 ans. Bien Ce sûr. qui n'était pas le cas de tout le monde. Il Ouais. faut se remettre dans le contexte. C'était des 1 plus. C'est ça. Plus de. Voilà. Toi, c'est 3 ans direct. Mm. Donc, première chose, qu'est-ce qui change réellement entre la formation et le monde pro? Ouais. Et ensuite, je te poserai la seconde question. Durant la formation, j'ai vraiment beaucoup apprécié mes éducateurs. Oui. Parce qu'ils m'ont tous fait passer des caps. Oui. Et il y avait il y avait beaucoup plus d'humains. Beaucoup plus d'humains, malgré qu'ils voilà, ils étaient assez durs avec nous. Mhm. Mais ils savaient être aussi doux Mhm. quand il fallait l'être. Oui. Et voilà, et puis comme je l'ai dit, comme je l'ai stipulé dans mon bouquin, dans mon livre, Mhm. c'était un peu plus la méritocratie que le Ouais. monde professionnel. Oui. Parce que le monde professionnel, il y a d'autres paramètres qui viennent rentrer en jeu, Mhm. les agents, Ouais. voilà, tout ça, c'est des paramètres un peu qui viennent fausser le sportif. Oui, je vois. Et ouais, donc si tu sais pas, si tu es mal entouré, si tu choisis pas forcément la bonne personne ou le bon agent Mhm. qui s'entend bien avec le club, Mhm. je pense qu'en étant joueur, tu peux en pâtir. Ouais. Parce que, voilà, en jeune, tu n'as pas besoin d'être forcément entouré, Ouais. mais en pro, il faut être quand même bien entouré. D'accord, ok. J'espère que les jeunes, justement, footballeurs vont bien écouter ce que tu viens de dire. En gros, tu viens d'expliquer qu'une carrière ne se joue pas que sur le terrain. Elle se joue aussi à l'extérieur. Bien sûr. Il y a des paramètres que malheureusement, tu ne peux pas maîtriser et qui influencent énormément sur la trajectoire. De toute façon, on aura le temps d'y revenir, mais c'est un très bon retour. Merci. Moi, je voudrais revenir aussi sur un élément, en fait, dont tu parles peu, que peu de gens savent en vérité. Elle concerne en fait ta première prime à la signature. Ouais. C'est-à-dire que tu signes ton contrat pro, on ne va pas parler des montants, mais c'est un montant quand même assez conséquent. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que tu en as fait de cette première prime à la signature de ton premier contrat professionnel? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, même l'été, quand je faisais des petits boulots, j'avais toujours ce réflexe de donner cet argent à mes parents et de le partager aussi avec la famille. Et je me rappelle que la première fois, à l'époque, j'avais touché 50 francs. Et ben, je les avais partagés avec la famille. et ça a été entre guillemets, comme une tradition pour moi, une habitude que j'ai jamais voulu lâcher. Okay. Toujours mes premiers contrats ou chaque contrat, et ben, fallait contenter tout le monde et partager ça avec la famille. Okay. Parce que j'estimais que si j'arrivais à trouver un emploi, à signer des contrats, et ben, c'était pas que par ma cause, il y a aussi mes parents qui ont beaucoup contribué.
Donc voilà, c'était une manière d'être reconnaissant envers eux. Mhm. Et voilà, donc j'ai gardé cette habitude tout le long de ma carrière. Ok. Et effectivement, sur mon premier contrat pro et ma première signature, Mhm. j'ai eu ce même geste, mais il avait encore plus de valeur parce que mes parents se retrouvaient dans une situation un peu délicate Ouais. et précaire. Et donc voilà, je leur avais fait une promesse déjà petit que quand je serai grand, ben, je contribuerai à ce qu'ils soient un peu plus dans voilà, l'opulence, en confort. tout cas dans le confort. Mm. Mais voilà, donc oui, effectivement, cette première signature, je l'ai partagée à mes parents. Ok. Donc, je vais essayer de bien résumer pour que les spectateurs puissent bien comprendre ce que Mm. tu viens de dire. C'est que, en fait, ta première signature, tu touches un chèque très important. Ouais, Avec ce chèque-là, en fait, tu vas aider tes parents justement à régler une créance. c'est ça. Donc, la plupart des gens n'auraient pas forcément eu ce geste-là. Mm. Et en fait, je fais tout de suite le rapprochement avec les valeurs dont tu nous as parlé dès le début. C'est-à-dire que tu avais D'accord. cette promesse que tu avais faite à tes parents Mm. qui t'a motivé durant tout ton parcours pour devenir professionnel. Exactement. Et au final, tu leur as rendu de la meilleure manière. Et c'est des choses en fait dont il faut pour moi mettre en Mm. lumière parce que c'est des choses en fait très parlantes dans un parcours qui ne sont pas forcément obligatoires. Tout le monde n'a pas forcément ce geste-là et qu'il faut quand même saluer. Même si je sais que ça a été fait voilà, avec la bonne intention. Pour moi, c'est normal. Ok. De la manière dont ils m'ont éduqué, Mhm. pour moi, c'est normal que à chaque fois que je pouvais leur rendre l'appareil, Oui. eh ben, c'était normal pour moi que je le fasse. Ouais, je Donc, comprends. Donc en fait, pour toi, ça a été naturel, mais en ouais. tout cas, je voulais vraiment faire une parenthèse dessus parce que pour moi, c'est quelque chose voilà, qui mérite en tout cas. Donc voilà, un beau geste en tout cas. On va revenir en fait sur le monde pro. Donc, tu es appelé à un moment donné par ton coach de l'époque, qui est Paul Le Guen, Mm. et il te convoque pour un match de Ligue des Champions. Ouais. Donc à cette époque-là, tu flambes en réserve. Et à un moment donné, je crois qu'il y a des places qui se libèrent parce que il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles, C'est ça. donc ils font confiance à la jeune garde lyonnaise. Donc tu en fais partie. Et tu fais donc ta première apparition, je crois, c'était contre le Sparta Prague, C'est ça. donc à Gerland à l'époque. Mm. Et tu fais une superbe entrée. Vraiment, tu casses la baraque. Mm. Et tu marques. Déjà, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, avec ta vision de l'intérieur, voilà, Ouais. qu'est-ce que tu ressens quand tu as fait ce parcours d'une vie où tu rêvais d'être professionnel, tu l'es, tu fais ton premier match pro, tu joues la compétition la plus importante, la plus prestigieuse qu'un joueur professionnel puisse faire, et tu marques. Comment tu ressens déjà? Ben, faut dire que c'est pour une première, c'était pas une première, on va dire, première classique, c'est une première assez exceptionnelle parce que tu rentres dans une compétition, c'est la plus grande compétition de football au monde. Bien sûr. C'est vraiment le plus haut niveau. Et il y a déjà ça. Oui. Et oui, c'est vrai que quand je suis appelé dans le groupe, euh, pour les diverses raisons Mhm. que tu venais d'évoquer, là, les Mhm. absences de joueurs cadres et tout, Mhm. certains blessés, certains mis au repos, Mhm. et ben déjà, je suis content. Je Oui. suis content et je me dis que j'en trouve le bout du tunnel. Parce que de l'entrée au centre de formation jusqu'en pro, Mhm. on en parcourt du chemin pour Mhm. arriver justement à ce moment-là où tu Mhm. puisses être appelé la première fois. Mhm. Et après, bon, bah, écoute, quand on fait appel à moi, vu la qualité de la formation lyonnaise, Oui. on était déjà prêt pour l'élite, le haut Ouais. niveau. Ouais. Donc, j'avais pas une grosse appréhension parce que je joue en plus avec des gens à qui on joue souvent en réserve et avec qui j'ai grandi dans Oui. les catégories inférieures Oui. à Lyon. Et donc, voilà, ça a été facilité pour moi, pour cette première, Oui. en termes d'automatisme. Et voilà, donc je rentre. Dieu merci, je marque. Oui. Et ouais, effectivement, ça a été une consécration pour moi. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'inexplicable parce que c'est tellement d'années de travail Mhm. et tellement d'années de sacrifice que quand ça arrive, tu dis, purée, ben, je l'ai fait, Oui. je suis rentré Mhm. en professionnel. Ouais. 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 Après, le reste, entre le but, le,
comment dire, le but, la première apparition en Ligue des Champions, Oui. le jour de la fête des Lumières, En plus, ça encore, amplifié, ça avait ouais. rajouté encore plus à mon histoire. Ouais, donc un super souvenir. Et en fait, donc là, les médias commencent à s'emballer. Mm. Les proches, l'entourage commencent déjà à s'imaginer, c'est le début justement de ta carrière. En fait, tu es Ouais. lancé. Et puis, malheureusement, on ne te reverra plus. Mm. Comment on vit cette période de l'intérieur psychologiquement? Comment on traverse cette époque en fait, cette phase en fait? Comment tu as fait pour pouvoir traverser Mais c'était pas facile parce que, comme j'ai souvent dit, le lendemain du moins le week-end, on jouait le mardi ou le mercredi en Ligue des Champions. Et après le week-end, on se retrouvait soit en championnat en Ligue 1, soit avec la CFA. Ouais, Moi, je me retrouvais avec la CFA. ouais, ouais. Donc, tu te rends compte que je passe du mercredi à faire le plateau de Canal+. Oui, avec Et Hervé Matou. voilà, Voilà. et la une des journaux. Ouais, France Football, je me rappelle à sur l'époque. mercredi et jeudi. Et après, tu te retrouves en CFA, tu retombes. C'est un peu un ascenseur émotionnel où Oui. tu retombes vite dans ta réalité à toi, Oui, de jeune joueur professionnel talentueux dans un grand club parmi les plus grands d'Europe. ouais. Et c'est dur parce que tu reviens un peu à une sorte de réalité où tu as goûté à ça et tu n'as plus envie de lâcher. Bah oui, Et voilà, donc tu te dis la CFA, ça va un temps, mais bon, ouais. à un moment donné, j'aimerais goûter à plus haut, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas facile, c'est pas facile et faut continuer à s'accrocher, à travailler jusqu'à qu'on te redonne ta chance. Et après, Pas forcément évident. Et j'aimerais justement savoir à ce moment-là, parce que je sais que tu es quelqu'un de foi, quel rôle a joué la spiritualité à ce moment précis? là où la spiritualité, elle m'a beaucoup aidé tout le long de ma carrière. Ouais. Justement, c'est quand on traverse des épreuves comme ça où psychologiquement tu te poses beaucoup de questions, tu es enclin au doute. Tu vois, justement, ça te permet de relativiser. Ouais. Tu vois, de relativiser. Dieu merci, j'ai eu la chance de grandir, d'avoir dans un cadre sain où que ce soit ma mère, mon père, mes sœurs ou mon frère qui étaient là pour moi et qui me donnaient des conseils qui me réconfortaient, qui me faisaient du bien, tu vois. Et plus moi, ma vision des choses, où je suis plus de caractère à être résilient, Oui. tu vois, à continuer à avancer malgré les épreuves. Et voilà, je suis quelqu'un qui accepte mon destin. Ok. Tu vois, j'accepte mon destin, je suis patient, et je continue à faire les causes pour tirer les meilleurs enseignements de l'épreuve que je traverse. D'accord. Parce que j'estime que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui nous arrive, c'est un bien pour nous. Ça dépend avec quel angle, quel prisme tu vois les choses. Oui. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc forcément, quand tu as une approche comme ça de la vie et des épreuves, elles te semblent plus légères. On sent que tu parles avec beaucoup de maturité, de recul, parce que je me doute bien que sur le moment, c'était pas évident à gérer, mais on voit qu'en fait, tu as bien digéré l'information et que tu as su justement te relever. Et c'est ça que je voulais mettre en évidence, parce qu'on ne parle pas assez des moments justement de bascule dans une carrière, parce qu'on est malheureusement submergé en fait que, on va dire, des profils de réussite visibles, alors qu'en fait, un footballeur professionnel, un sportif de haut niveau, traverse en fait des montagnes russes au quotidien. C'est clair. Donc c'est loin d'être un fleuve tranquille. Donc, et d'ailleurs, après cette saison, tu vas être donc prêté la deuxième année de ton contrat à Valenciennes, donc de Antoine Camboiré et Steve Savidan. Vous allez finir champion de France, de Ligue 2. C'est ça. Ensuite, tu vas revenir de ton prêt à Lyon pour finir ton contrat donc, de 3 ans, où tu seras entre groupe professionnel et bon, tu tâtes aussi un peu la réserve. Et puis, tu décides, en fait, tu quittes le club, celui qui t'a formé, celui qui t'a offert ton premier contrat professionnel, celui dans lequel, normalement, tu étais censé, entre guillemets, avoir une grosse carrière dans la longévité. À ce moment précis,
comment, en fait, tu vis cette fermeture de la porte Mm. de l'institution olympique lyonnais? Déjà, il faut savoir que à partir du moment où tu te fais prêter, Mm. euh, quand tu reviens, il y a très peu de chances de revenir en position de force. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs très talentueux comme Florent Balmont, Oui, très bon joueur aussi, qui est un aussi bon milieu défensif. professionnel et qui s'était fait prêter lui en Ligue 1, pas en Ligue 2 ou en National, en Ligue 1. Mm. Il finissait une fois à Toulouse, une fois à Toulouse, une fois à Nice. Oui. Il finissait toujours dans les meilleurs joueurs dans les Étoiles France Football Bien sûr. à l'époque. Mm. À chaque fois qu'il revenait à Lyon, il avait pas sa place. On ne comptait pas sur lui. Mm. Donc, tu te doutes bien que quelqu'un qui a fait de la Ligue 2, sachant que je n'ai pas énormément joué, et alors, même si j'aurais fait l'année entière en Ligue 2, même si je revenais à Lyon, ça allait être très, très, très compliqué pour moi. Tu vois. Ouais. Et donc, je m'y attendais à partir du moment où le club a décidé de me prêter une première fois. Donc voilà, et donc ça fait quand je reviens pour la troisième année, et ben voilà, c'est les matchs de CFA classiques. Bon, d'abord la prépa avec le groupe professionnel et tout. Oui. Après les internationaux reviennent parce que c'était la Coupe du Monde 2006. Les stages à Tignes. Voilà, stage à Tignes et tout, les classiques. Et voilà, et puis petit à petit, tu sens que tu vas plus vers l'équipe réserve, que le groupe il est assez conséquent, il est assez pléthorique en termes de qualité. Bien sûr. Et donc voilà, des joueurs comme moi, ben, ils sont plus vus indiquer le vestiaire de la CFA que rester dans le vestiaire pro. Donc ça n'a pas été facile. Mais déjà, je préparais mon après. Oui. Je préparais déjà mon après. Et donc, je travaillais pour quand j'arrivais en fin de contrat. Oui. J'ai un club voilà, avec un projet Ok. qui puisse m'intéresser. Très bien. En fait, il faut que les gens se remettent dans le contexte pour qu'ils comprennent bien justement ce que tu viens de dire. C'est que le Lyon que tu as connu, c'est l'équivalent du PSG aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait du talent, en veux-tu, en voilà. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, tellement la concurrence était rude, que tu avais beau être bon, c'était pas suffisant. C'est pas assez. Alors que concrètement, si tu partais dans d'autres clubs professionnels, là c'était plus facile de faire ta place. Ouais, je pense. Donc voilà, donc des fois, voilà, c'est un peu... Ouais. Voilà, on se dit, est-ce qu'on est au bon endroit au bon moment? Donc voilà, point d'interrogation. Et après donc ce moment donc de bascule, donc tu vas entamer un parcours de globe-trotter. C'est ça. Tu vas commencer à aller à l'étranger. Je disais en intro, tu as fait le tour du monde, Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique. Et qu'est-ce que tu as trouvé à l'étranger que tu n'avais pas en France? Je pense qu'à l'étranger, ils ont une mentalité un peu plus ouverte qu'en France. Ils vont pas regarder ce que tu manges, comment ta spiritualité, comment tu pries, ta religion, ta tenue vestimentaire. Oui. Donc ils sont plus cool, tu vois. Ok. Et je pense que ça aide parce qu'on t'accepte comme t'es et joue bien au ballon et il n'y aura pas de problème, tu vois. Donc ça veut dire que là, tu es en train de dire que concrètement, en France, le ballon ne suffit pas. Non, le ballon ne suffit pas. Le ballon, des fois, en France, il faut être... faut essayer. Si tu veux, il ne faut pas avoir une image qui peut te faire défaut, entre guillemets. J'ai envie de te dire, il faut quand même essayer de rentrer dans un moule, tu vois, en termes de code. En termes de code, comme je t'ai dit, vestimentaire et autres. Et je pense que... Voilà. En tout cas, à mon époque, on était sur ça, on était un peu en France. Je trouvais qu'on était un peu en retard et pas assez ouvert d'esprit. Et voilà, et c'est ce qui. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de talent qui sont passés à côté de quelque chose ou de plus grande carrière. Oui. Parce que
parce qu'on parlait pas que de sport. Voilà, ok. Donc, et c'est assez dommageable. C'est assez dommageable parce que Je voilà, comprends. la France, c'est quand même un pays où il y a de la diversité Mm. à tous les niveaux. Et voilà, Ouais. qu'on porte le maillot national, qu'on porte voilà, le maillot d'un club. Je veux Mhm. dire, on se déchire tous pour Mm. essayer voilà, de hisser le maillot ou les cuissons le plus haut, le plus loin possible. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est sur ça qu'il faut insister et pas sur autre chose. Et je voudrais revenir aussi sur le côté humain, parce qu'on en a Mm. parlé du sportif, mais en tant qu'homme, tu pars à l'étranger, Mm. tu es quand même loin de la famille. Ouais. Donc, comment un joueur de foot qui quitte du jour au lendemain justement son pays natal Mm. pour aller justement s'exporter à l'étranger, Ouais. au quotidien, comment ça se passe? Ben, c'est pas évident parce que je dis toujours, tu pars dans un pays où tu vas manger l'assiette d'un mec de là-bas. Tu vois ce que Un je veux dire. loco là, hey, les gars, ils ont faim en Donc, plus. Hein. les mecs, ils ont faim. Ah Ils ouais. disent, oh, tu crois que tu vas venir manger dans mon assiette comme ça? Tu crois que c'est la fête, quoi? Mm. Donc, il faut être encore plus redoublé d'efforts de travail pour être le meilleur, pour être indiscutable. Oui, oui. Et pour faire taire tous les jaloux, tous les envieux, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et voilà, donc c'est pour ça que tu arrives dans un pays, il faut vite s'adapter, Oui. commencer à apprendre un peu à parler, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ah, c'est pas, t'es là, t'as le sourire naïf, tu rigoles et le mec il est en train de te tailler, il est en train de t'insulter, toi t'es là, ah, ah. Tu te dis mais il veut quoi celui-là, c'est teubé. Donc non, donc oui, donc il y a tout ça, Mm. faut être vigilant à tout ça, tu vois. Ouais, Mais ouais. surtout être bon, tu vois, parce que quand tu es bon, quand tu mets tout le monde d'accord par tes prestations sportives, Oui. généralement, Ça calme, hein. Ouais, ça calme, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, il faut être prêt quand même, tu vois. C'est pas donné à tout le monde d'aller s'imposer à l'étranger, tu vois. Ouais, exactement. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que à l'époque, c'était peut-être décrié ce genre de choix. Mm. Quand tu pars dans des destinations entre parenthèses exotiques, en gros, qu'est-ce qu'il fait alors qu'il a le potentiel pour naturellement Ouais. jouer dans n'importe quel club professionnel. Et avec le recul, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est perçu différemment. Ouais. Parce que tu as goûté quand même plusieurs cultures. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tu as traversé le globe avec ta passion. Mm. Et en vérité, c'est une vraie richesse. Et parmi ces voyages-là, j'ai envie de parler particulièrement de celui à Al-Watani, Ouais. en Arabie Saoudite, Ça va vite, ouais. où donc tu goûtes à la Saudi Première Pro League. ligue. Ouais, ça va Voilà. vite, ouais. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que Ouais. voilà, il y a des Cristiano Ronaldo, des Benzema et tout, tout le monde y est. Mais toi, tu y étais déjà il y a 10 ans. Ouais. Et pourtant, on avait décrié ton choix. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire là aujourd'hui par rapport à ça? Ben, j'aimerais dire que voilà, si c'était à recommencer, je le referais parce que j'ai vraiment passé une très très belle année là-bas. Mhm. Voilà, les clubs avaient droit à l'époque à 3 joueurs professionnels. Oui. Donc on était un petit peu les stars du championnat. Tu vois. Mhm. Et, Il y avait Yacine Ima aussi. Ouais, aussi, mon ami Yacine. Très bon joueur aussi. Et voilà, donc c'était vraiment une année exceptionnelle. Mhm. Donc, de bons Vraiment, souvenirs. à dire des bons souvenirs. Voilà, j'ai fait une saison pleine, complète, j'ai joué tous les matchs. Ouais. Voilà, j'ai marqué, j'ai fait des passes décisives. C'est la première fois que je découvrais un autre continent. Et voilà, j'ai pas été déçu parce que ça m'a, même moi, qui me pensais ouvert d'esprit en allant là-bas, ça m'a encore plus ouvert l'esprit et j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Après, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu regrettes de ce passage à l'étranger? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'a peut-être un peu bousculé ou déçu? À l'étranger, peut-être, tu parles en Arabie Saoudite ou ailleurs? Dans l'ensemble, en général? fait, quand tu fais le bilan, en fait. Non, mais il y a des fois, voilà, il n'y a pas qu'à l'étranger, mais des fois, tu es peut-être sujet voilà, au racisme, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas, comment dire, tu sais, des fois, un acte peut être considéré raciste, mais la personne qui le fait n'est pas raciste. Tu comprends ce que je veux dire? Aussi. Et il faut nuancer, tu vois. Moi, je vois un supporter, je suis là, je brille contre son équipe, je mets un doublé, commence à m'insulter, commence à faire des cris de je sais pas quoi, de nom, tout ce que tu veux. Je sais qu'il essaye de me déstabiliser, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne veux pas pour autant dire ou juger qu'il est raciste, tu comprends ce que je veux dire.
Donc voilà, ça fait partie du folklore du foot et voilà, C'est la bêtise humaine. voilà, c'est la bêtise humaine, tu vois. Donc voilà, moi, le racisme profond, quand je le sens chez une personne, ça peut me faire quelque chose et je le règle, mais ces choses-là, ça me fait rien, tu vois. Donc c'est un peu les mauvais côtés qu'on voit aussi à l'étranger, Bien sûr, justement, où continuellement, il faut mériter sa place bien sûr. et on ne te fait pas de cadeaux parce Ouais, que, et comme tu l'as dit, tu manges bien dans sûr. l'assiette d'un loco Ouais, bien sûr. et Mais, là, ça forcément, mais voilà. même dans la vie de tous les jours, par exemple, tu vas demander t'es un Africain, voilà, n'importe quel pays d'Afrique, tu vas Oui, demander ta main à une fille voilà, du Maghreb. oui, Je veux dire, peut-être que ses parents ou son frère, ils sont contre, oui. mais des fois, ils ne sont pas contre parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils n'aiment pas les personnes de couleur. Mm. Ils sont contre parce que différentes cultures. Mm. Qui différentes cultures, peut-être plus de problèmes. Mhm. Ah là, l'enfant va l'élever comme ça, toi tu vas l'élever comme ça. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, ouais. Et foncièrement, il y en a, c'est pas du racisme. Mm. Donc, il faut toujours faire la nuance, tu vois ce que je veux dire, et pas taxer quelqu'un de raciste parce qu'il estime que plus les cultures elles sont rapprochées, et moins il y a plus il y a de chances que le couple il dure, et moins il y a de problèmes avec les familles. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc, je fais vraiment le distinguo des deux, tu vois. Je nuance beaucoup, tu vois. Mm, mm. Donc, voilà, c'était un exemple un peu pour que Ouais, les pour gens imaginer tout comprennent, tu ça. vois. Parce que c'est vrai qu'entre parenthèses, pour le racisme, en fait, on l'entend souvent pour tout et n'importe Mm. quoi. Souvent, c'est même réutilisé des Bien fois, sûr, bien sûr. voilà, à des fins, voilà, pas très glorieuses. Et donc, du coup, en fait, ça décrédibilise ceux qui le subissent vraiment. Bien sûr. Et en fait, dans le sport, en fait, bah, comme tu as pu le subir aussi, voilà, c'est des choses en fait qui arrivent régulièrement, Mm. limite qui ont été banalisées, mais qui dans le fond n'ont pas de sens. Ouais. Parce que j'ai envie de dire que le racisme, en fait, c'est comme si on demandait à quelqu'un de chercher l'amour d'un autre, Ouais. alors qu'il est censé le cultiver par lui-même. Donc naturellement, si tu as assez d'amour pour toi, Mm. limite l'autre, ce qu'il en pense ou pas, ça devrait te passer au-dessus. Exactement. Mais bon, après, c'est un débat qui est large, mais c'est bien d'en parler parce Mm. que c'est quand même assez régulier et on espère que les choses vont évoluer, tout Bien sûr. simplement. Donc, ensuite, tu vas revenir en France où tu vas prendre une licence amateur pour finir ta carrière. Euh, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Je suis plus dans un... En fait, quand je reviens en France, bah, ça après Oui, plusieurs voyages, plusieurs voyages, plusieurs championnats et tout. Oui, Quand je reviens en France, en fait, j'ai un problème de santé à la hanche ok. où je suis à deux doigts de me faire opérer. Et Mm. en gros, je viens avant tout pour me soigner. Oui. Et puis, si possible, hein, bah, repartir Mm. dans un niveau, voilà, des niveaux qui Qui adéquats correspond ouais, plus, qui quoi. correspondent plus. Mm. Et voilà, donc je me fais opérer de la hanche. J'étais à deux doigts de me faire implanter une prothèse. Donc, Ah ouais, ok. voilà, Dieu merci, c'est pas arrivé. Mm. Donc voilà, je fais mon arthroscopie. Et puis voilà, après, je reviens en France. Mm. Voilà, donc Ouais. Tu reviens en France, tu vas faire dans plusieurs petits clubs de la région. c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer la vraie différence entre le football pro, le football étranger et le football amateur? Parce que tu as connu les trois, en fait, finalement. Ouais. Ben, déjà, entre le football professionnel et le football amateur, comment dire, il y en a un, c'est un métier, Mm. et l'autre, c'est du loisir, du plaisir. Donc, je ne peux pas dire plus. Mm. Quand c'est le métier, Mais justement, on veut en savoir plus. Non, Parce que mais en fait, toi, quand tu as c'est... été dans les coulisses, en Ouais, fait. Donc, toi, bien tu sûr. peux nous dire. Non, Parce que mais d'accord, mais moi, je veux que tu nous dises pourquoi. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que quand tu es professionnel, Mm. c'est ton métier. Bien sûr. Quand tu es amateur, tu peux te lever le matin, tu es Mm. boulanger, Ouais. tu vas jouer un match le week-end. Là. Oui, c'est vrai, c'est Et tu vrai. vas jouer contre peut-être Ouais. un club Ouais. professionnel. Ouais, Tu bien vois, sûr. faut que. Non, tu mais vois. en fait, quand c'est ton métier, quand tu es footballeur professionnel, Mm. ça nécessite d'avoir une hygiène au top, Oui. une hygiène de vie au top. Oui. C'est-à-dire bien s'alimenter, bien dormir, Oui. tu vois ce que je veux dire. Oui. Et tout ça, tout ça, c'est des petits détails qui, si tu les respectes pas,
au fur et à mesure que les années elles passent, et ben, ça va jouer sur tes performances. Tu vois ce que je veux dire? Et forcément, ton rendement, il va en pâtir. Parce que j'ai connu beaucoup de gens. Rares sont ceux qui arrivaient à festoyer, à faire la best life et tout, la vie d'Aloca, truc et tout. Il y a des dossiers. Il y en a qui arrivaient, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui arrivaient. Coca. Il y en a qui arrivaient et bon, je pense que voilà, ils sont connus, même des Ronaldinho, je pense que lui, il lui fallait ça carrément, tu vois ce que je veux dire. J'ai un collègue aussi, un ancien coéquipier aussi, voilà, qui est une légende du club. Et je sais que de temps en temps, il arrive aussi à le faire, tu vois ce que je veux dire. Et il était performant, tu vois. Il répondait toujours présent dans les grands rendez-vous. Mais voilà, ce que ça nécessite, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que même ton corps, c'est ton outil. Donc, il faut que tu le traites correctement. Tu vois ce que je veux dire. Tu manques de sommeil, c'est cuit. Tu vois. Tu t'hydrates pas assez, c'est cuit. Tu vois, sur le moyen long terme. Et voilà, amateur, bah, écoute, c'est le plaisir. Hein. Si tu veux, tu arrives à 30 minutes avant le match, tranquille, la compo, tu vois ce que je veux dire. Et tu joues et puis tu prends du plaisir, mais il y a moins cette exigence. Mais des fois, tu as dû voir des joueurs qui étaient peut-être en amateur, mais qui potentiellement avaient peut-être le niveau de jouer au-dessus. Ouais, beaucoup. Qu'est-ce qui leur manquait? En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le niveau pro, c'est pas que la qualité intrinsèque. C'est-à-dire que techniquement, purée, mais lui, techniquement, il est meilleur que les joueurs de Ligue 1. Tout. Mais certes, il y en a plein des joueurs techniquement qui sont meilleurs que des joueurs de Ligue 1. Oui. Mais est-ce que tu as le mental? Tu vois ce que je veux dire? C'est le mental. Tu vois ce que je veux dire? Faut répondre aux exigences du haut niveau. C'est pas tous les mecs doués techniquement en amateur qui peuvent répondre à ces exigences-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il y a ça. Après, est-ce que, par exemple, nous, on a fait un centre de formation voilà, qui est réputé dans le monde entier. Bien sûr. Il y a des choses en centre de formation que tu apprends. Tu peux être moins technique que le joueur amateur là, mais ça te sert pour le niveau professionnel parce que tu as des circuits de passe dans ta tête. Tu es déjà prêt pour le monde professionnel. Un amateur, au lieu d'un moment donné, il va vouloir dribbler au lieu de faire la passe. Tu vois ce que je veux dire? Et tous ces trucs-là, il sera pas dans les codes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'aura pas les exigences du haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la différence. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça, tu vois. Être fort mentalement et avoir, j'ai envie de te dire, un disque dur prêt, formaté pour le haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a, tu joues avec eux et tu dis, mais il ne comprend rien au foot. Tu vois, ouais, il est bon techniquement, il sait faire, mais il ne comprend rien au foot. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est bien que tu en parles parce que, en fait, les gens ne font pas forcément la distinction parce que ça reste du football. Mais en fait, ce sont ces détails qui font la différence. Bien sûr. Donc, OK, il y a le talent. OK, il y a le mental, mais après, il y a ces petits détails, justement, les bons choix au bon moment. C'est ça. Sentir le football et mettre de l'intelligence aussi dans son jeu. Et c'est vrai que ça demande quand même pas mal de choses. Donc, quand parfois on a l'impression que les footballeurs, pour certains, sont trop payés, il faut qu'ils voient le travail qu'il y a derrière, les sacrifices qu'il y a derrière. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que humainement, par exemple, toi, quand tu as dû, par exemple, sentir des fois peut-être des gens... Ça peut être de l'envie, de la jalousie, par rapport au fait que voilà, ils sont fouteux, ils touchent peut-être certaines sommes et tout importantes, et puis nous, on est là, on se lève tous les matins. Bah fais-le. Voilà, c'est gentil. Faites-le. Vous êtes capable. Les places coûtent cher. Hein. Faites-le. Après, bon, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais bon, je pense que quand la plupart des gens font la réflexion, ils se basent principalement sur le salaire. Hein. Je pense pas qu'ils se basent sur autre chose. Donc, du coup, tu vas te rapprocher donc, de ta fin de carrière. Comment un joueur de foot, justement, quand il sait qu'il arrive vers la fin, comment tu l'appréhendes déjà? En fait, il y a différents types. Enfin, selon les gens, il y en a qui vont rester un peu, entre guillemets, ils vont regarder leur compte en banque. Ils vont dire, oh, vas-y, j'ai le temps d'y penser. Il y en a, ils vont anticiper après la carrière, donc ils vont commencer à gérer des revenus en parallèle, tu vois ce que je veux dire, en investissant de gauche à droite, ou en travaillant leur image et tout. Et pour moi, c'est ceux qui sont
voilà, les plus prévoyants. Mm. Et, et c'est ce que je conseillerais à tous ceux qui arrivent en fin de carrière. Oui, oui. Donc, déjà, préparer en amont la reconversion. De commencer à anticiper Bien avant sûr. la fin, pas attendre que... Ouais, bien sûr. Ouais, Bien c'est sûr. important. D'accord. Parce que c'est du temps de gagner qui est important. Oui. Parce que je peux te dire que quand tu arrives en fin de carrière, Mm. ok, tu as mis de l'argent de côté, mais je peux te dire que entre le moment où tu réalises que, oh, faut changer le rythme de vie, le niveau de vie, il faut le changer, mon pote. Eh ben, je peux te dire que ton argent, il a bien fondu. Mm. Bien fondu, tu vois ce que je veux dire? Ça sent le vécu. Ouais, donc Mm. voilà, Mm. tu n'as pas les mêmes revenus, mais tu Mm. continues à vivre comme si tu étais, Mm. comme si tu gagnais le salaire, Mm. Comme si rien n'avait changé. ouais, comme si rien n'avait changé. Ouais. Et voilà, et ça, je peux te dire que c'est, voilà, ça faut l'anticiper. Mm. Est-ce que tu penses que justement les joueurs devraient peut-être être plus suivis par rapport à ça, accompagnés voilà, sur l'après-carrière, pendant peut-être la gestion des finances? Bien sûr. Est-ce que tu penses que des choses comme ça devraient être plus mises en place? Ça devrait être mis en place, mais ces gens-là, qui va les payer? Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, il y a des Moi, institutions qui sont c'est là une pour bonne ça. idée. Mais qui va les payer? Ah. Maintenant, il y a des gens, bah, ils s'attachent les services d'autres personnes, Mhm. mais au final, quand ils disent, bon, bah, je vais acheter tel bien. Hmm. Ah non, mon pote, c'est pas comme ça. Là, faut que tu signes des papiers. Non, mais c'est mon argent. Mm. Je vais acheter tel bien. Mm. Ah, mais tu sais pas, ton conseiller, là, Mm. il a tout mis à son blase, à son nom, et toi, t'as plus rien, en vrai. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, il faut des gens de confiance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut vraiment un entourage de confiance, un entourage sain, un entourage voilà, qui a une certaine intelligence financière. Oui. Pour t'aider à gérer au mieux ton après-carrière. Mm. Mais beaucoup de gens se sont fait escroquer, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas évident, des histoires, il y en a plein, tu vois. Mm. Mais est-ce que toi, justement, avec le recul, tu estimes avoir bien été entouré? Est-ce que tu penses que ta carrière aurait pu être différente si tu avais été peut-être mieux entouré? Moi, en vérité, Dieu merci, je ne me suis pas fait escroquer. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que mon argent, moi, mes sous, c'est moi, je les compte. C'est pas tu me dis, Mm. placez là, Mm. investis dans ça. Il y a Non. un bon plan là-bas. Ouais, il y a un bon plan là-bas. Mm. Arrête tes histoires, Mm. c'est ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait confiance à personne à ce niveau-là. Mm. Donc voilà, parce que j'avais besoin de pouvoir aider ma famille et tout, Mm. comme je le voulais. Oui. Mais ouais, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait une personne de mon entourage qui peut-être me fasse investir dans des choses vraiment intelligemment, tu vois. Oui. Et ça m'aurait fait gagner du temps, Mm. tu vois. Mm. Une personne qui a l'expérience, tu vois, je veux dire, qui a déjà entrepris. Oui. Et qui est de bons conseils, bienveillant. C'est ça. Ouais, ça aurait été vraiment un gros plus, tu vois. Ouais. Un regret par rapport à ça ou... Non, pas de regret, parce que je n'avais pas cette personne-là dans mon entourage, donc je ne regrette pas. Oui, mais oui. en tout cas, voilà, c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette personne-là, tu vois. Ouais. Donc, on revient justement sur ton parcours. Donc, tu finis ta carrière et tu commences à être dans la transition justement de l'après-carrière. Ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes justement sur des choses que tu as pu vivre lorsque tu as débuté justement cette après-carrière? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Ouais, d'abord on va dire, je me suis occupé de... Je voulais rester dans le milieu du foot, Oui. À être conseiller, Mm. à m'occuper des jeunes voilà, qui en passent à devenir pro ou déjà pro. Oui. Et voilà, ça me plaisait parce que, comme je t'ai dit, je ressens ce besoin de transmettre, tu vois. Mm-hmm. Mais voilà, quand tu arrives dans ce milieu-là, tu vois, un peu les agents, tout ça, Mm-hmm. Requin, on peut le dire. Requin, ouais. Moi, il y a deux choses qui m'ont déplu dans ce milieu. Mm-hmm. La première chose, c'est que tu vas accompagner une personne, Mm-hmm. tu vas être là, tu vas les aiguiller, tu vas leur donner tes contacts, du réseau et tout. Mm-hmm. Et puis quand elle commence à être, entre guillemets, sollicitée, Oui. tu as comme une espèce d'ingratitude Mm-hmm.
Où ils arrivent à te next. Classique. Avec une telle facilité. Mm. Tu te dis, mais non, vous êtes pas sérieux. Tu vois? Même pas ce petit geste où, tu vois? Mm. Au moins, je te dis non, mais tu as le geste. Mm. Rien. Tu vois? Mhm. Ça, déjà, ça m'a un peu. Marqué. Ça m'a marqué. Parce que j'ai pas ce. Moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Oui. Et j'ai pas ça en moi. Je dirais pas ingratitude, mais tu vois. Mm. Et la deuxième chose, c'est que tu vas t'occuper d'un joueur. Pareil, tout. Il va monter. Des clubs vont s'intéresser à lui, des clubs importants vont s'intéresser à lui. Oui. Et puis tu vois, au moment de la signature, tu vois comme des mains comme ça qui arrivent, des grosses mains, truc. Eh, si tu veux signer là, eh ben, ça passera par moi, sinon tu signes pas. Ah, ok. Oh. Ouais, tu étais là quand il fallait acheter des paires de crampons. Mm. Tu étais là pour tout le SAV après match où il était nul, son entraîneur le sortait et tout. Tu Mm. n'étais pas là. Le péage. Donc maintenant, Mm. maintenant Mm. que ça sent bon, Mm. donc vous venez tous Mm. et vous prenez votre part du gâteau. Mhm. Et toi, tu dois. Allez, tu prends la petite miette là, comme Mm. ça, tu dois être content alors que tu as tout fait. Mm. Et c'est ça qui m'a un peu dégoûté. Et souvent, les gens n'en parlent pas trop, mais Oui. les clubs, ils sont maqués par des gros agents. Tu vois ce que Ah, je veux dire? ça c'est intéressant. Donc, ils sont maqués par des gros agents. Mhm. Et ça veut dire que, voilà, à un moment donné, quand ça sent bon pour le joueur dont tu t'es occupé depuis tout petit, et Oui. ben, les gros agents, ils sont là, ils Mhm. attendent à la porte. Mhm. Et ils disent, OK, d'accord, Mm. allez, ça passera par moi, Mm. prends ça et tais-toi. Mm. Donc, voilà. Donc, Ouais. 3 petits points parce qu'en fait, c'est comme tu as dit, des choses dont on parle très peu dans le milieu. Mm. Parce que finalement, en fait, c'est très cadré. bien sûr. Donc, il y a des circuits. Mm. Et en fait, voilà, à certains échelons, tu rencontres des personnes qui font que, voilà, il y a des limites. Bien sûr. Et c'est vrai que la plupart des gens qui regardent le football de l'extérieur, ils n'ont pas accès à ces choses-là. Non. Donc, pour eux, en fait, les transferts, à part regarder les montants, les chiffres défiler, ils ne voient pas les coulisses Ouais. et tout ce que ça entraîne. Exactement. Les dégâts que ça peut causer, que ce soit pour un joueur, humainement, les dégâts pour la famille. Parce que souvent, en fait, et c'est pour ça justement que je tenais justement aussi à t'avoir en premier invité et qu'on parle de football pour de vrai, c'est que quand, par exemple, vous allez voir, par exemple, des supporters ou des gens qui vont critiquer, par exemple, vous personnellement, Mm. et que ça atteint les proches, ça se passe comment dans ces moments-là? Ben, c'est dur. Nous, on aimerait que les proches, ils coupent. Mm. Ils coupent avec, que ce soit la presse, que ce soit avec les gens qui critiquent. Ouais. Parce que nous, on peut assumer ces critiques, tu vois. Mhm. Ça, pour nous, c'est un classique, tu vois. Mm. On est tout le temps critiqué. Mm. Mais là où, quand ça te touche, c'est quand tes proches sont touchés, justement, que sont affectés, tu vois. Oui. Et ça, c'est là où ça peut te toucher, tu vois. Ouais, je Donc, comprends. voilà, essayer au maximum de les préserver de tout ce qui peut être dit autour, tu vois, de méchant, de négatif. Mm. Et se dire que c'est comme ça. C'est pas, ouais, c'est vrai, mais c'est pas évident. Non, c'est pas simple, Mm. mais ça fait partie du jeu, tu vois. Ça Mm. fait partie des contraintes d'être exposé, Mhm. d'être constamment jugé pour tes performances et tout. Donc, il faut apprendre à vivre avec. D'accord. Et justement, dans cette période de transition, c'est là où on va commencer justement à collaborer. Mm. C'est-à-dire que là, on va travailler donc sur ton image, Ouais. ton début de reconversion, Bien sûr. en fait, ton après-foot. Donc, on va faire énormément de missions. Mm. On va en France ou à l'étranger. Ouais. C'est tellement riche que ça pourrait même faire l'objet d'un podcast Grave. parce que il y a des gens qui nous ont suivis, Mm. qui ont vu beaucoup de choses, Bien sûr. sans forcément comprendre le pourquoi du comment ils ont fait pour atterrir là, alors qu'il y avait un vrai travail de fond. Ouais. Et moi, par exemple, je ne me pose pas trop sur ce travail-là. Mm. Je suis très, très en coulisses. Et toi, tu fais partie de ceux qui me connaissent le mieux parce que c'est avec toi qu'on a fait les plus longs, on va dire, Bien sûr. parcours. Comment, en fait, tu jugerais ma manière de travailler? Comment tu... Bah, déjà, tu as cette capacité à t'adapter. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Hein, Non, mais tu as, Mm. quand même cette capacité à t'adapter à la personne avec qui tu travailles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ça, avant même les affinités et tout ça, parce que on a les mêmes codes, on a grandi dans le même Oui. environnement, Oui, on a des gens en commun, oui, on a la même façon de voir les choses, Mm. on essaye d'être
voilà, on est assez alignés, tu vois ce que je Oui, veux dire. Et oui. voilà, Ça facilite. ça facilite grave, tu vois. Mm. Mais s'il n'y a pas ça, tu t'adaptes à, à la personne, à la personnalité de la personne avec qui tu travailles, tu vois. Et ça, c'est une grosse qualité. Mm, 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 mm. Parce que voilà, ça veut dire que tu es capable de travailler dans divers univers, tu vois ce Mhm. que je veux dire, Mm. d'apporter ta vision aussi dans divers univers, tu vois, que ce Mm, soit dans le sport, mm, la musique, je sais que tu as mm, déjà fait, mm, l'art. mm, mm, Donc voilà. C'est vrai qu'il y a aussi une chose qui m'a marqué, c'est que je pouvais t'emmener partout, mm, et ben, tu passais crème, tu vois. mm, 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 Tu savais t'adapter au code des endroits où je t'emmenais, mhm, que ce soit au Real Madrid, mm, que ce soit certaines inaugurations, tout ça, tu vois ce que je veux dire, mhm, à Lyon, mm, mm. en loge et tout. Donc ça, ça n'a pas de prix, tu vois. Quand tu marches avec une personne et qu'à chaque fois on dit, putain, mais j'aime bien ton type, il est intéressant, hein. Mhm. Purée, il est cultivé, hein, il Mhm. s'exprime bien. Mm, mm, mm. Voilà, tu sais que voilà. Mhm. Je t'ai même emmené en plateau, C'est vrai qu'on a fait en des plateaux plateau télé, hein. télé. Donc, On est parti en plateau euh, télé. donc, Et tu vois, ça c'est bien en fait. C'est des petites anecdotes aussi qui sont intéressantes bien parce sûr. que c'est des faits. Mais les gens ne voient pas en fait forcément le travail qui est fait en coulisses. Et moi, le travail en coulisses dont je te parle, c'est en fait quand ils vont voir par exemple des choses qui sont diffusées, Mm, qui sont faites, mm, ils ne voient pas la gamberge qu'il y a derrière. bien Ils ne sûr. voient pas le travail de fond. C'est-à-dire qu'eux, ils voient juste le résultat, ils disent tous, oui, c'est super et tout, c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que vous vous rendez compte du travail qui est fourni derrière? Bien sûr. Donc, tu vois, Moi, je me rappelle de choses où des fois, des fois on se mettait d'accord sur des choses, mais il y a des fois, tu faisais des choses, j'étais même pas au courant, je regardais les résultats, je disais, ah ouais, purée, ah, il est fort. est-ce Je que tu dis, as une ah ouais. anecdote, par exemple? Ouais, non, mais Mm. des fois, je marchais autour du stade à Madrid et Mhm. je sais que voilà, tu prenais des clichés et tout. Mhm. Et des fois, je marchais et en fait, moi, je calculais pas. Je pensais que tu filmais pas, mais en fait, tu filmais. Mhm. Et le rendu, il semblait tellement naturel, Mhm. tu vois, pas forcé, pas truc, que Mhm. au final, ça faisait waouh, tu vois, c'est Mhm. jackpot, tu vois. Mhm. Donc, voilà, par rapport à ta manière de travailler et tout, Mhm. euh, on était connectés, mais il y a des fois, tu vas faire des choses sans que je le sache et ça aura un rendu, tu vois, extraordinaire, tu vois. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour toi, justement, qu'est-ce qui a fait, on va dire, que notre collaboration, elle a été un succès? Tu as dit des choses, en fait, mais si on va aller en profondeur, des choses que, par exemple, les gens ne savent pas ou n'ont jamais pu voir, justement. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi, pour moi, le fait que tu aies une vision Mhm. et que à chaque fois que je vais te parler d'un sujet ou je vais faire part ouais, de quelque chose que j'aimerais faire, tu as toujours une vision, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et ça, c'est inné, tu vois. Mhm. Et c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Et de cette vision-là, eh ben on avance, tu vois Mhm. ce que je veux dire. Mhm. Et après, on se met d'accord et le rendu, voilà, il est toujours, je suis toujours agréablement surpris du rendu parce il est meilleur que ce que je pensais, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Mhm. Et voilà, après, il y a plein de choses, hein, franchement, il y a plein de choses à dire sur toi, mais on va y passer Non, le... mais justement, tu as déjà bien répondu et tout ça. Tu as dit en tout cas ce que tu avais à dire Mm, et je te remercie, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que je voulais faire comprendre, c'est parce que cette phase en fait de transition, mm, quand tu as l'intelligence justement par rapport à d'autres joueurs d'investir dans ton image, mm. c'est parce que tu sais que derrière tu peux capitaliser et que derrière ça peut t'ouvrir des portes. Ah, mais ça, c'est clair, Voilà, tu sais qu'entre guillemets, tu vas pouvoir être mis en valeur de manière claire. bien sûr. Parce que malheureusement, et j'avais eu une discussion comme ça avec un collègue où on- en fait, on était parfois en fait surpris Mm, de voir à quel point les gens étaient dans le faux. Je ouais, m'explique. En fait, quand par exemple tu as travaillé ton image avec des personnes et vous êtes accompagné, tout, etc., on peut échanger, on peut discuter, donc après on peut trouver la bien meilleure sûr. option. Mm, Parce qu'en fait, c'est aussi un travail collaboratif. ouais. Propose, dispose, on échange, on rectifie, on Mm, ajuste. mm, mm, Ok. Mais en fait, le problème, c'est que dans ces milieux-là, la plupart alimentent des personnages. mm, C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'ils sont, le message qu'ils véhiculent, et ouais, la manière dont c'est perçu.
Donc en fait, parfois, ils ont du mal à comprendre que le public, il les aime, certes, mais pour une personne, pour des raisons en fait, qui ne sont pas. Et comme dans leur équipe en général, leur entourage, eux aussi ne font qu'alimenter. Ouais, bien Parce sûr. que voilà, financièrement, il faut qu'ils s'y retrouvent et ils n'ont peut-être pas d'intérêt non plus à dire certaines choses. Et la plupart, en fait, ils sont obligés d'être en représentation tout le Mm, temps. bien sûr. Et en fait, je fais ce parallèle-là par rapport à toi parce que nous, quand par exemple on le faisait, qu'on Mm. l'a fait, tu pouvais être toi-même en fait, Ouais, bien sûr. librement. Bien Puisqu'en sûr. fait, on l'ajuste par rapport à toi, ce que tu es. Donc c'est du sur-mesure. Mm. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Tu sais que demain, quoi qu'il arrive, peu importe qui tu vas voir, peu importe le contexte où tu seras, tu sais que par exemple, c'est toi là dont on parle. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est une différence que beaucoup ont du mal à comprendre. Oui, mais t'as vu, moi, ça, ce que je montre, c'est ce que je suis. Mais c'est parce que c'est mon état d'esprit. J'arrive pas à mettre un masque social et montrer ce masque social euh, à travers les réseaux. J'ai envie que les gens sachent qui je suis vraiment. Et de toute façon, j'arrive pas à être autrement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des personnes, non, ils veulent une image, une certaine image, faire montrer une certaine image d'eux, qui n'est pas la leur réellement, Mhm. et ils travaillent dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, tout dépend de la personne et son état d'esprit. Moi, personnellement, ça, je ne sais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je suis quelqu'un qui tend vers l'authenticité, pas vers le faux et à une pseudo-image de moi, de paraître. Alors que, voilà, moi, j'ai besoin de me regarder dans une glace, tu vois ce que je veux dire? Donc, et je pense que foncièrement, le respect que les gens ils ont à l'égard des personnes authentiques, voilà, ça vient de leur authenticité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que l'autre, il va vouloir, tout le monde sait comment il est dans le fond, il va vouloir montrer une image qui n'est pas la sienne, et les gens ils vont le critiquer, ils vont dire, ah, lui c'est un saltimbanque, lui c'est un rigolo, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et moi, c'est vraiment parce que ce que je veux que les gens disent de moi, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Justement, maintenant, avec le recul, parce que de toute façon, maintenant, il y a prescription, Mm. tu as eu le temps de, voilà, de voir pas mal de choses. Quel impact sur une carrière Mm. à l'image pour un sportif? L'image, elle est super importante. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'image, tu peux être hissé au rang d'icône. Peut-être des fois même sans le mériter foncièrement par rapport au... Tu vois, des fois, ça saute une dernière crapule. On va te hisser au rang d'icône parce que tu as bien travaillé ton image. Tu vois ce que je veux dire? C'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, moi, je sais que avec l'image, je sais pas, tu peux générer tellement de choses. Il y en a, ils décrochent des contrats, je sais pas, publicitaires ou avec des grandes marques juste parce qu'ils ont bien travaillé leur image. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et si tu fouilles un peu leur vie privée, tu te dis, mais jamais je fais une pub où j'associe ma marque avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont été intelligents, Mhm. ils ont su travailler leur image et derrière, ça leur a apporté voilà, des gains lucratifs ou autres. Mais en tout cas, ça a été dans leur intérêt, tu vois. C'est intelligent ou pas de leur part? Perso, comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien que ce qui est montré, ça soit la personne que je suis réellement. Maintenant, si eux, en étant faux ou en travaillant leur image à partir d'un masque social, ils arrivent à générer de l'argent, s'ils sont contents, c'est leur problème, tu vois ce que je veux dire. S'ils arrivent à se regarder dans une glace après ça, tant mieux pour eux. Mais moi, personnellement, non. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui. Je veux voir, il faut que, si demain je dois travailler avec une marque, il faut que c'est une marque qui soit en accord avec mes valeurs, avec un esprit, un état d'esprit qui convient au mien, tu vois. Mais autrement, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Ouais, je comprends. Puis il y a un truc aussi au niveau de l'image que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que faut le voir comme un actif. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu capitalises sur toi, quand tu investis sur toi, c'est pour capitaliser derrière. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart ne comprennent pas, c'est que tout à l'heure, tu parlais de contrat. Quand un sponsor va venir chercher un artiste, un sportif ou un entrepreneur, c'est pas pour la valeur, entre guillemets, réelle qu'il est. Puisque des fois, justement, elle est méconnue du Bien public. sûr. C'est sur la valeur perçue. C'est ça. Donc, ce travail-là dont on parle d'image, c'est pas juste en fait jeter en pâture des photos, des vidéos et dire oui, je fais de l'image. Non, tu fais de la présence, mais inconsciemment, tu es en train de toi-même de te nuire en fait.
Parce que travailler sur une image, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, il y a un travail, il y a Bien une sûr. gamberge, il y a des objectifs. Et ça, c'est un travail de fond que la plupart ne voient pas, dont ils ne sont même pas conscients. Et aujourd'hui, il y a des joueurs, je ne vais même pas en citer, mais quand par exemple il y a des choix à faire pour la sélection, Mhm. bah, à niveau égal, on prendra celui qui a la meilleure image. Bien sûr. Quand il va falloir choisir pour un trophée, c'est entre les deux, on va prendre celui qui a la meilleure image. Mhm. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est important justement de la part justement d'un ancien professionnel qui est toujours dans ce milieu-là, d'en parler parce que ce n'est pas des sujets sur lesquels tout le monde parle ouvertement. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Donc, du sûr. coup, on a parlé d'image. Est-ce que toi, par exemple, comme ça, hein, il y a une personne qui correspond le mieux aux valeurs que voilà, tu aimes voir concernant l'image en fait? Est-ce qu'il y a une personne que voilà, tu dis celle-ci elle est cohérente, elle est alignée, ça me parle? En fait, moi, j'aime les personnes où, quand ils parlent, tu sens qu'ils sont authentiques. Peu Mhm. importe si tu partages leurs idées, leurs avis et tout. Mhm. Mais tu dis, il parle, lui, voilà, il dit pas il parle avec le cœur et il est comme il est, tu vois. Mhm. Je pense à Anelka, tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup. À des gens un peu comme Cantona. Tu vois, voilà, des personnes qui disent ce qu'ils pensent et qui vont pas. Voilà, tu sens qu'il n'y a pas de faux, quoi, qui te mènent pas en bateau, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Ouais, c'est des bons exemples pour moi parce que même si, entre guillemets, ils n'ont pas forcément eu la carrière qu'ils auraient mérité, même si elle est très bonne leur carrière, Bien rien à sûr. dire, mais c'est vrai que leur image leur a parfois porté préjudice et on s'en est même servi contre eux. Mm. Par exemple, Bien sûr. pour Anelka, je pense à Naïsna, là, Bien sûr. quand finalement on apprend qu'il n'avait pas dit les propos que l'équipe avait reportés, ça en dit long. Mais par rapport à l'image qu'il avait, ça collait très bien et ça n'a gêné personne. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, tu la gères pas, ton image, en fait. Ouais. Tu la subis. Mm, Il faut bien comprendre que l'image, en fait, c'est au contrôle de son narratif. C'est un vrai travail de fond. Mm. Donc, malheureusement, si tu ne la gères pas, c'est quelqu'un d'autre qui viendra te définir et malheureusement, ça sera TSK Perrine. Bien sûr. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport aux exemples que tu m'as donnés. On va revenir sur toi. Donc, ensuite, tu vas écrire un livre autobiographique Ouais. qui s'appelle La valeur de l'échec. Mm. Avant d'approfondir, c'est quoi la réussite pour toi aujourd'hui? Pour moi, la réussite, c'est voilà, arriver à un moment dans ta vie où, avec le cheminement que tu as eu, les diverses expériences, que tu arrives à être aligné avec toi-même, tu vois. Mhm. Et voilà, être en accord avec toi-même. Et voilà, pour moi, c'est ça, goûter à une certaine paix et tranquillité intérieure, tu vois. Mhm. Voilà, et avoir toujours cette bonne approche de la vie, que ce soit dans le bien comme dans les épreuves, tu vois. Mm. Que tu voilà, que aies trouvé tu sois aligné. C'est vrai qu'en fait, c'est une question en fait tellement large en fait, Mm. la réussite, et en fait, ça dépend vraiment de l'angle de tir de chacun. Bien sûr. Donc, et si je pose cette question-là, c'est parce que tu as intitulé ton livre La valeur de l'échec. Pourquoi ce titre d'ailleurs? Parce que, on va dire, comme j'ai dit, beaucoup de gens pensent ils réussissent dans les choses du premier coup, ou souvent, ou parce qu'ils sont aidés par papa, par maman qui a des moyens, ont des moyens, Mhm. mais ils apprennent pas. Mhm. Ils apprennent pas des épreuves que certains ont eues Mhm. et qui les rend encore plus riches et, entre guillemets, qui les développent plus humainement et autres que ceux qui sont là, qui ont toujours été aidés ou pistonnés. Ouais, bien loti. Et voilà, mais ces gens-là, demain, ils n'ont plus leur aide, ils n'ont plus ci ou ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr qu'ils ils ont pas eu l'occasion de tirer les enseignements de celui qui a trébuché et qui s'est toujours relevé. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais je dirais aussi que chacun, entre guillemets, a ses épreuves à son niveau.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'angle de tir que tu as, en fait, c'est vrai que voilà, des gens qui en ont moins forcément vont avoir plus de difficultés pour atterrir à certains niveaux Bien sûr. parce que voilà, tu pars de loin, de très loin. Celui qui en a, c'est vrai qu'on se dit qu'il a peut-être moins de problèmes, mais c'est des fois peut-être plus compliqué, même parfois, pour certaines choses. Hein, Ouais. quand on a déjà trop, parce qu'en fait, tu vas chercher quoi exactement? Je suis d'accord Donc, avec tu toi. dois aller te chercher maintenant des motivations. Je suis d'accord avec toi. Et Mais si on part juste humainement, oui, je pense, hein, après c'est mon avis, mais déjà humainement, tu te développes plus en ayant goûté à, entre guillemets, l'échec, même si c'est, je mets entre guillemets parce que pour moi, c'est jamais un échec. C'est que des enseignements qui te permettent d'évoluer. Euh, mais ouais, je pense que au final, la personne qui aura plus galéré et qui aura, entre guillemets, réussi à atteindre ses objectifs, quand même, au niveau humain et même pratique, hein, elle sera toujours un cran au-dessus que celui qui a moins galéré, même s'il a d'autres problèmes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais voilà, pour moi, on oublie beaucoup l'humain dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, voilà, t'es amené à parler à des âmes en face de toi, tu vois ce que je veux dire? Pas à des robots, tu vois. Et certaines expériences de la vie par lesquelles tu es passé, quand tu vas leur parler, ça va parler directement à la rame, tu vois. Ouais. D'autres, ils n'auront pas cet La impact et sensibilité. cet effet de sensibilité et ils n'arriveront pas à tirer le meilleur de la personne qui est en face. Parce que la personne ne se sentira pas comprise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc il y a tout ça, tu vois, il y a tout ça, c'est subtil. Mais en tout cas, de ce que j'ai vécu, de mon expérience, je sais que c'est des choses qui sont importantes, tu vois. L'échec et se relever. À chaque fois, pour moi, c'est important. On ressort quand La même résilience. Voilà, la résilience. Ouais, je comprends tout à fait. Et justement, d'où t'es venue l'idée déjà d'écrire ce livre et quel message tu voulais faire passer? Oh, punaise, tu t'es vraiment devenu l'idée. Ah, C'est après carrière, comme je t'ai dit, j'ai fait conseiller. oui. Après, j'ai investi dans les voitures de luxe, la location de voitures de luxe, etc. Et après, je me suis dit quoi? Quand même, je suis parti surtout les locations, je suis parti dans un domaine que je ne maîtrisais pas. J'ai perdu de l'argent parce que, voilà, on connaît les locations, hein, quand tu loues aux Apaches. T'es pas sûr qu'elle te doutes revienne bien en bon état. Tu te doutes bien qu'ils mettent le prix et ils ne veulent pas te la rendre en l'état. Tu vois ce que je veux dire? Ça, la caution. Voilà. Donc voilà. Et après, tu vois, j'étais là. Et j'avais un ami qui était dans la vie active. Il me regardait. Je travaillais pas. Il me voyait toujours comme ça, là, chiller, sur travailler et tout. Il m'a dit, mais vas-y, je vais te donner un conseil. Tu vas venir avec moi. On va aller postuler à l'intérim. J'ai dit, ouais, t'es sérieux? Il me dit, ouais, viens avec moi, on va postuler à l'intérim. Tu vas voir ce que c'est un peu la vraie vie, la vie active et tout. Merci. Et donc j'y vais, je vais avec lui et tout. Je m'inscris, et tout, là. Et j'ai une première mission de 3 jours. Donc, ok, je l'appelle, je dis, j'ai été pris là pour un taf là de 3 jours et tout. Allez, on va voir ce que c'est, tu vois. Allez, on va mettre les mains dans le cambouis, tu vois. J'y vais, tout, tac, tac. Et il fallait aller placer des palettes avec les transpalettes, les Fenwick et tout. Et tu as vu, moi, tac, je prenais mon temps, je voulais être appliqué parce que tu as vu, tu peux faire tomber les palettes. C'est impressionnant, tu vois. Et moi, je prenais mon temps. Je ne sais pas que je prenais mon temps, mais j'étais appliqué parce que je ne voulais pas faire de bavure. Et je vois, il y a un sous-chef, il arrive, il me dit, oh, c'est comme ça que tu travailles. Allez, fais plus vite, c'est quoi ça? Je dis, viens voir. Je dis, tu crois, tu parles à qui là? Comment tu me parles, toi? Il me dit, non, mais nous, on veut des gens, on a recruté des gens pour que ça aille vite, là, le truc là, c'est trop lent et tout. Je dis, mais tu m'as pris pour qui, en fait? Il est reparti. Tac, j'arrive, c'est la pause midi. Puis je reçois un coup de fil.
Monsieur, on ne va pas continuer avec vous. Donc, si vous êtes libéré cet après-midi, venez pas. Ça fait quoi? Ah ouais, Ça fait ok. taille, je me suis fait virer de l'intérim, de la En première 3 jours. mission. Mais en En- une matinée. Une matinée. Et voilà, j'ai été remercié. Mhm. Et voilà. Et après, je suis rentré, j'ai expliqué ça Pour à les mon beaux et loyaux ami. Il a services. rigolé et tout. J'ai dit, Mhm. pourquoi je peux pas me faire parler comme ça, tu vois? Mhm. J'ai dit, Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, on en rigole et tout ça, Mm, mais tu vois, c'est le quotidien de certaines personnes mm, pendant des années. Et eux, justement, tu as eu un réflexe, par exemple, d'aller tout de suite te plaindre parce mm. que, voilà, peut-être, c'est pas une question juste d'ego, c'est une Ouais, bien question, sûr. voilà, de respect de soi où tu Bien sûr. estimes que la personne, peut-être, t'a mal parlé, Mm. donc tu demandes naturellement d'explications. Ouais, Donc, dans certains domaines, quand tu vas revendiquer, quand tu as un certain statut, ça passe. ouais, Et certains milieux, malheureusement, ouais, ça on passe. te demande de te taire et le mot revendication ne doit même pas exister. Donc c'est bien justement que tu parles aussi de ce côté-là, Mm, où tu as quand même essayé, mm. mais je pense que tu as tellement été habitué à un autre style de vie Bien sûr. que en réalité, c'est peut-être pas compatible, surtout pas à ce moment-là en fait. Tu vois. C'est Mais difficile. voilà, mais au moins, tu as fait quand même l'essai, Ouais. tu as vu au moins de tes proposés ce que c'était, même si c'était une demi-journée, bon, au moins, voilà. Là, je pense que, voilà, tu peux te faire ton propre avis. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, Et j'ai de l'empathie pour tous ceux qui font ces travaux-là et voilà, qui sont dans le besoin. hmm, J'ai de l'empathie pour eux, tu vois. C'est pas hmm, hmm. facile. Ah non, non, c'est pas facile. De toute façon, c'est quotidien de tout le monde Mm. à différentes échelles. De Ouais. toute façon, il n'y a rien de facile en vérité, hein. Donc, c'est juste que, en fait, concrètement, quand on a vécu une vie de footballeur, entre guillemets, Mm, à un mm, certain degré, à un certain niveau et un certain train de vie, comme on disait tout à l'heure, mm. c'est vrai que c'est particulier que tu aies fait ce genre de mission. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait, mais qui n'en parlent pas, Bien sûr. tu vois. Donc, je pense même qu'il y en a qui vont découvrir là tout de suite que, par exemple, tu as essayé de faire ce genre de Ouais, truc, je crois bien, ouais. tu vois. Mais je trouve que c'est aussi bien d'en parler. Mm. Donc, et donc, il y a eu ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses où tu as essayé, mais ça n'a pas forcément Non, non, et fonctionné? après cette épreuve-là et tout, ben, je me suis dit, écoute, reste dans un domaine que tu maîtrises, Mhm, où tu as les rudiments nécessaires pour apporter aux gens. mhm, Et c'est de là où j'ai entrepris d'abord l'écriture de mon livre, mhm. parce qu'il fallait que j'avais des choses à dire. Oui. Et avant de passer justement à l'autre étape, mais j'avais des choses à dire, j'avais des choses, je voulais que ma famille sache, Mhm, tu mhm, vois, mhm. que je ne pouvais pas dire quand j'étais footballeur, tu vois. Ouais. Et puis voilà, bon, j'ai pu le faire, je suis content. Mhm, Et après, eh ben, j'ai entrepris d'être éducateur de football. Justement, on va y venir. Parce qu'en fait, tu as écrit ce livre, juste pour clôturer sur ça, au niveau des retours, comment ça s'est passé? T'es Bah, satisfait? ouais, franchement, c'est une des choses dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est réussi avoir réussi à mettre des mots Ok. à des mots Mm, mm, mm. que, voilà, que j'ai subi durant ma carrière. Oui. Et, euh, et voilà, j'en suis très satisfait, très fier. Et Mm, c'est vraiment une des meilleures entreprises mm. voilà, que j'ai fait de ma vie. Tu Oui. Non, mais je comprends parce que c'est une forme d'accomplissement, parce que vois. Ouais, c'est ça. tu as pu en fait te libérer par la Mm. parole à travers ce livre, laisser une forme même de testament, C'est ça. que demain, voilà, hein, que ce soit les proches ou autres, Mm. voilà, c'est une forme de legacy, une forme C'est d'héritage. ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. D'ailleurs, le livre est derrière toi, du coup, Mm. donc est toujours disponible, je crois. Donc Toujours disponible sur voilà. Amazon. Donc, si certains veulent aller découvrir plus en profondeur après le podcast ton histoire, Bien sûr. le livre est toujours dispo. Donc, il y a eu le livre. Et comme tu as dit, ensuite, il y a la transition vers le rôle d'entraîneur, C'est responsable ça. formateur. Tu vas Mm. passer donc ton BEF, C'est ça. que tu vas avoir donc, avec succès. Euh, c'est quoi maintenant ton rôle, justement? Qu'est-ce que tu veux, entre guillemets, transmettre aux jeunes? Moi, j'aimerais donner aux jeunes euh, les outils pour, voilà, pour performer au plus haut niveau dans le football. Mhm. Donc, c'est sûr que ça, on va dire,
Après, même ceux qui sont là pour le loisir, pour le plaisir, je pense qu'ils vont bénéficier de ce que je mets en place. Mais en tout cas, les plus déterminés, s'ils arrivent à écouter, à mettre en application voilà, ce que je leur inculque et ce que je leur mets en place, je pense qu'il y a de... Voilà, au moins, je sais que je les aurais facilités pour réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Donc voilà. Donc, tu as envie un peu de leur donner ce que toi-même tu as un peu reçu C'est ça. dans ta formation. C'est ça, exactement. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, ta vision du football? Parce que tu as connu différentes époques. Ouais, Forcément, bah, le football a changé. C'est plus Ouais, comme avant, hein, bien comme sûr. dirait un certain Kix. T'en penses quoi, toi, du football actuel? donc je vais parler d'abord des jeunes Mhm. et puis après des adultes. Ok. Dans un premier temps, voilà, la différence qu'il y a par rapport à mon époque, c'est une grosse différence au niveau des parents. Ok. Moi, j'ai le souvenir que mon père, ma mère, ils venaient me voir. Voilà, c'était du plaisir. Mhm. Mhm. Et ils étaient contents de mon épanouissement, tu vois. Mhm. Que je joue en équipe 3, 4, 5, 6 ou 1. Mhm. Bon, j'ai toujours joué en équipe 1 Mhm. et était surclassé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils étaient contents que Mhm. je sois épanoui. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et si tu veux, ils n'avaient pas ce projet Mhm. de me voir devenir footballeur professionnel. Ouais. Donc eux-mêmes, ils étaient assez passionnés. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, tu vois. Les enfants, les parents sont, enfin, les enfants sont comme un investissement pour les parents. Tu le ressens vraiment Je comme le ça? ressens comme ça parce que leur attitude, j'ai vu des attitudes vraiment déplacées, démesurées. Mhm. Pourquoi? Voilà, bah, je sais pas, peut-être qu'ils se projettent, peut-être qu'ils, je sais pas, peut-être qu'ils vivent par procuration, ils aimeraient que, eux, ils n'ont pas réussi peut-être à faire une carrière, ils aimeraient que leur fils fasse une carrière. Ok. Et que voilà, et que qui dit carrière, qui dit argent, qui dit argent, qui dit pavillon, qui dit genre des problèmes, bon bref. Tu Euh, parles des parents là qui font faire des tours de terrain à leur enfant à 5 heures du ouais, matin ouais, ou alors qu'il a qui, 7 ans. voilà, ou Qui leur font faire des abdos alors qu'ils ont voilà, 8 ans, la croissance n'est même pas terminée. qui sont prêts à investir des sommes folles Mm. à leur enfant qui a même pas 12 ans et qui est surentraîné, tu vois ce Oui. que je veux dire. Mm. Et voilà, ou quand leur enfant joue en équipe 2 ou 3, qui viennent voir l'entraîneur, leur dire comment mon fils il joue pas en équipe 1, et je vais te casser la gueule, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, ouais, non, mais il y a des D'accord. dérives, il D'accord. y a des vraies Ah, c'est dérives, comme tu vois ça. ce que je veux dire. Oui, oui. Mm. Et tout ça là, tous ces agissements et tout, Mm. c'est venu un peu gangréner le milieu La du bonne foot, humeur, voilà, la bonne humeur, l'ambiance, tout ça, tu vois ce que je veux ouais, dire. le côté ludique que tu as. Exactement, exactement. Quand tu te retrouves à devoir virer des parents du complexe parce que Carrément. ouais, parce que toi tu dis A, tu donnes une consigne, tu dis A, lui il dit B. Tu sais, on part Ouais. vraiment dans des choses qui sont incroyables. Il y a Ouais. même des parents qui disent à leur enfant, lui fais-lui pas de passe, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, Tu sais, carrément. tu entends des choses et tu vois des choses, Mm. c'est lunaire, tu vois. Ouais. Donc il y a ça. Et après les adultes, Mhm. parce que ça fait 2 ans que je suis aussi avec les adultes, je suis avec les jeunes et les adultes, Ouais. voilà, en N3 et en R1 là, Mhm. sur les 2 années. Et les adultes, toi, tu veux leur donner les outils euh, pour performer, Mhm. mais tu te rends compte que c'est un langage de sourd parce que ce que tu leur donnes, Mhm. eh ben, ils ont pas l'état d'esprit pour l'appliquer. Donc ça fait, tu passes pour un vieux, ouais, c'est bon, t'as Mm. vu, parce qu'ils veulent avoir les choses sans effort. Et nous, on est à l'ancienne, tu vois ce que je veux Mm, dire. mm, Nous, mm. on a transpiré Bien sûr, pour avoir notre premier contrat pro, par exemple, c'est ou, tu ça. vois. Et en fait, tu vas leur donner des outils, mais en fait, ils ont pas le réceptacle Mais c'est et intéressant ce que l'état tu dis. d'esprit pour appliquer. Excuse-moi hein, de te couper, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je m'arrête sur ça parce que toi, tu viens avec un degré d'exigence. Ouais, Eux, en fait, ils sont à un degré d'exigence qui est beaucoup moindre. bien sûr. Ce qui veut dire que toi, quand tu viens leur donner Mhm. ces outils-là, Ouais, toi, tu sais c'est pourquoi. bien sûr. Mais eux, pas forcément. Mhm. Donc, en fait, le niveau dans lequel ils jouent Mhm. est à l'image, entre guillemets, bah, Oui, voilà. bien sûr. Donc, maintenant, la question, c'est comment tu penses qu'il y a moyen de trouver peut-être une alchimie Mhm. pour, entre guillemets, que ça passe mieux. Est-ce que tu t'adaptes à leur niveau Mhm. et voilà, tu
tu dis ce que tu as à dire et Bien sûr, ouais. continuez votre progression. Et dans ce cas-là, tu filtres. C'est-à-dire, ceux qui veulent vraiment un truc, on se met à ce niveau. Ceux qui ne veulent pas, Ouais. tranquille. En fait, moi, je me prends pas la tête. Tu vois, je dis une, deux fois les choses. Si je vois il est capable d'écouter et de mettre en application, je continue avec lui sur ce même niveau d'exigence. Oui. Si je vois c'est quelqu'un, il va me dire ouais, mais il n'est pas capable d'appliquer, il va pas appliquer. Il va juste être jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1, mais avec la bouche. Voilà. Lui, il n'y a pas de souci. Je te dis une ou deux fois, je vois que tu n'es pas capable d'appliquer. Voilà, je ferai pas plus, tu vois ce que je veux dire. Je m'adapterai à ton niveau de motivation, de compréhension, d'envie, je sais pas. Mais je m'adapte. Je comprends. Mais après, de toute façon, bon, c'est du cas par cas. C'est pas évident parce qu'en fait, tu fais le travail en même temps d'éducateur, entraîneur. Tu fais un peu de tout, quoi. Bien sûr. Donc, faut gérer. Mais voilà, même si je sens que tu dois être frustré qu'ils n'aient pas cette ambition d'aller plus loin que ce qu'ils pourraient, mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, du coup, bon, un mal pour un bien. J'ai envie de savoir maintenant aussi que tu exerces ce métier justement d'entraîneur, parce que tu as eu quand même pas mal de coachs quand même de qualité. Hein. On n'a pas eu le temps de tous les citer, mais je vais en citer deux comme ça, Paul Le Guen, Antoine Camboiré bon, et d'autres. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entraîneurs, toi, qui t'inspirent particulièrement, que ce soit par leur attitude, que ce soit par leur manière de voir le football? Ouais. Moi, j'aime bien les entraîneurs qui ont ce côté humain, je veux dire. Des entraîneurs qui sont, on va dire, qui performent au haut niveau, mais qui arrivent à avoir ce relationnel avec leurs joueurs pour tirer le meilleur d'eux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je sais qu'un coach comme Ancelotti, j'ai entendu beaucoup de retours sur lui par rapport justement à son côté humain. Et en plus de ça, c'est un coach qui a performé au niveau, un des plus titrés. Et ouais, c'est vrai que c'est ce genre de coaching qui me plaît en fait. Je vois. Mais le coaching dont tu parles, ça me fait penser aussi à Zizou, qui est beaucoup dans ça. Ouais. Dans l'humain, des bons, on va dire, meneurs d'hommes. Ouais. Et donc, tu estimes, toi, qu'en fait, le côté humain peut aussi avoir un impact sur le résultat? Ouais, mais clairement, si tu arrives à toucher l'âme d'un groupe ou des joueurs et tout, tu vas réussir à tirer le meilleur de lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu es là, tu es buté, tu dis les choses et tu vas rien savoir, je ne pense pas que tu vas tirer le meilleur des joueurs, tu vois. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a manqué des fois dans mes passages dans les clubs. C'est le manque d'humain. Parce que moi, si tu fais de moi un soldat et que même tu me mets sur le banc, mais il y a un dialogue, tu me dis pourquoi, tu me dis ce que j'ai à travailler, mais tu vas être sûr que, et je sens que c'est la méritocratie, tu vas être sûr que je vais me déchirer et quand tu vas jouer, mais je vais tout casser parce que je sais que j'ai en face de moi, j'ai un bonhomme, il me dit les choses telles qu'elles sont. C'est pas bien, il va me dire et pourquoi c'est pas bien, il va me dire ce que tu as à travailler. Et je sais que je peux aller à la guerre avec lui parce qu'il est juste. C'est bien ce que tu dis parce que quand on regarde le fil conducteur de tout ton parcours, on sent qu'il y a besoin, entre guillemets, de respect. Tu as besoin d'estime, tu as besoin d'affection. Ouais. Tu as besoin d'être considéré. C'est-à-dire que si, comme tu as dit, le coach vient et te dit « Écoute, tu es un de mes éléments clés là, j'ai besoin de toi, je sais que tu peux me faire ça », tu vas lui faire. Parce que concrètement, il te donne les clés. Et si malheureusement, il ne te les donne pas, ça devient en fait un truc où, voilà, tu peux être dans le doute. Et donc, du coup, ça va jouer sur tes performances. Bien sûr. Et indirectement, c'est peut-être là où il y a eu la bascule te concernant. C'était pas une question de talent. C'était dans ces moments où, concrètement, il n'y a pas eu ce côté affectif, comme tu dis, ce soutien, où tu as senti que tu n'as pas été mis à ta juste valeur, qu'en fait, finalement, ça t'a découragé. Bien sûr. Mais en réalité, ce n'était pas une question de talent. Ça s'est joué plus au mental. Bien sûr. Est-ce qu'avec le recul, tu as cette analyse-là ou pas du tout? Non, moi, j'ai complètement. Moi, je sais que j'étais bon, mais si tu voulais que je sois très bon, extrêmement bon, j'avais ce côté où je marchais à l'affectif. Et il fallait que tu me le redonnes. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait que je sente que je suis un joueur important. Un contrat de confiance. Et voilà. Et c'est comme je t'ai dit, peu importe que je sois titulaire ou pas, tant que tu m'expliques les choses
et que tu me dis, travail, si tu fais ça, tu vas jouer, il n'y a pas de souci. Mm. Tu vois, un joueur, il a besoin de sentir que le coach, il est juste. S'il sent que le coach, il n'est pas juste, Oui. ou il sent que le coach, il ne compte pas sur lui, il va se battre parce que voilà, c'est son métier, tu vois, mais il ne se battra jamais Mm. comme la personne qui sent qu'il est dans un climat Ouais. où, voilà, où la concurrence, elle est saine, où Oui. le coach, il fait des choix sportifs que sportifs, Oui. et voilà, où il est juste, quoi. Mais c'est pertinent ce que tu dis parce que, en fait, c'est vrai qu'on part sur le principe que si tu es bon sur le terrain, Mm. normalement tu joues. Donc, on sait que dans la réalité, voilà, il y a d'autres paramètres, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que concrètement, si tu n'as pas toi-même ce propre estime là de carburant que Non. même quand il veut pas me faire jouer là, même quand il veut pas me truc, Mm. en fait, tu vas finir par t'auto-saboter. Mais Bien j'ai sûr. aussi l'impression que c'est une stratégie de ces personnes-là Mm. pour que naturellement, tu vois, tu sors du wagon, tu vois. Ouais, c'est ça. Et qu'après, derrière, on se dit c'est ta faute. C'est ça. Et c'est là où tout à l'heure, je te parlais de mental. Mm. Tu vois, un joueur qui a moins de qualité qu'un autre, mais qui a plus de mental, Mhm. je peux te dire que le joueur qui a plus de mental, c'est lui qui va s'en sortir, c'est Dans la lui qui durée. va s'imposer partout où il va aller, Mm. parce qu'il a le mental. Celui qui a le mental, même quand son concurrent il joue, il est là, il continue à travailler à l'entraînement, il continue à donner le meilleur, pour que quand on fait appel à lui, même 10 minutes, il est prêt. Mm. C'est-à-dire que quand il va rentrer, il est prêt, et il est prêt à plus lâcher sa place. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas le mental, il va être affecté parce que son concurrent il joue et qu'il estime que c'est injuste. Il va moins travailler à l'entraînement. Le jour où on va faire appel à lui parce que l'autre il s'est blessé, il va être nul. Tu vois ce que je veux dire? Parce Bien qu'il sûr. n'aura pas travaillé, il n'aura pas été assez fort mentalement Bien pour sûr. rester prêt à l'affût. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Et c'est ça dans le foot. Il faut être prêt. Il faut être prêt parce que même tu as 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu peux montrer des choses et tu peux inverser la tendance. Oui. Mais ça nécessite une grosse faculté mentale face à l'épreuve. Ouais. Non, mais c'est très important ce que tu dis parce que faut que les joueurs, en tout cas qui vont regarder le podcast, Mm. qui, voilà, peu importe qu'ils soient jeunes ou encore actifs, professionnellement et tout ça, mais c'est l'élément clé en fait. C'est- Parce qu'à un moment donné, quand tu as un certain niveau, tout le monde a du talent en fait. Mais c'est ça. Donc ça se joue sur quoi exactement? sûr. Tu es en avance sur l'un à un moment donné, Ouais. mais lui va te rattraper parce que peut-être toi, ce que tu n'as pas accepté, lui il a fait, il a travaillé peut-être plus au moment où toi tu as lâché, et à un moment donné, voilà, la C'est balance elle est là, et à un moment donné, l'écart se creuse, et après voilà. Donc il y a aussi les choix, etc. Mais c'est important justement de le rappeler, donc c'est pertinent. Et tout à l'heure, on parlait justement donc d'entraîneur. Il y a un joueur avec qui tu as joué, on en parlait tout à l'heure en sélection jeune, Emers Faé. Ouais. Tu penses quoi de son parcours actuel justement? Bah, déjà, je suis fier de son parcours. Ouais. Voilà, merci. On est resté en contact Mm. depuis. Mm. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mm. Et je vois que voilà, c'est un de ma génération qui a peut-être le mieux réussi sa reconversion. Mhm. Parce que justement, il a réussi déjà à gagner la CAN avec son pays d'origine, tu vois. Mm. Et du premier coup. Hein. Et, ouais, et du premier coup. Et ça, bah, écoute, j'ai envie de te dire, à l'image du joueur qu'il était, mais c'est pas synonyme, voilà, c'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu serais capable d'être un grand entraîneur, tu vois. Mais en tout cas, je suis vraiment content pour lui et il le mérite. Mm. Ouais, je pense aussi, et j'espère qu'il va pouvoir continuer encore longtemps, que ce soit en sélection ou ailleurs. Ouais, ouais. Et il y a quelque chose aussi dont je voulais parler, dont on parle très peu chez les sportifs. Comme on a dit qu'on parlait de l'humain, justement, qu'on cherchait à comprendre aussi le mécanisme de la trajectoire. À un moment donné, il y a des pertes. Il y a des gens, malheureusement, qui nous quittent, des gens importants, Bien sûr. qui avaient un rôle, qui avaient une influence. Et toi, je sais que ça a été le cas. Et donc, je t'en donnais 3. Et j'aimerais que voilà, tu puisses m'expliquer justement, voilà, quand tu es un joueur, que voilà, tu es dans ton objectif et que malheureusement des pertes arrivent au cours de parcours, comment on fait pour traverser ce genre de période? Et toi, dans ton cas, il y a eu celui de ton papa récemment. Ouais, c'est ça. Il y a eu celui de un de tes ex-coéquipiers, Brian Bergogneau. Ouais. Et à un moment donné, justement, dans ta carrière, il y a eu aussi le père d'un de tes meilleurs amis d'enfance, Ken.
Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler justement comment tu as vécu Ben, tout ça? on va faire par ordre chronologique. Oui. Euh, D'abord, par rapport le premier, c'est la première perte qui m'a vraiment bouleversé. Mm. C'est celle de Lexo, le père de mon ami Ken. Oui. C'est arrivé pendant que je jouais en Saudi Premier League, là, en Arabie Saoudite. Mm. Et ouais, ça a été un déchirement parce que c'est une personne que j'appréciais beaucoup, que j'aimais, qui ça a été un des piliers de mon enfance. Mm. Et ouais, c'était pas facile parce que, on va dire, tout allait bien. Et d'apprendre ça comme ça, voilà, en pleine carrière, en plein essor, c'était une chose difficile, mais voilà, j'ai beaucoup contenu, gardé pour moi cette douleur, tu vois. Mm. Mais forcément, voilà, ça m'a atteint. Mm. Et voilà, ça a été un premier gros choc pour moi. Mm. 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 Donc voilà, après, il y a eu le décès de mon papa Mm. il y a quelques mois. Mm. Enfin, j'ai eu la chance entre guillemets, de pouvoir l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Mm. Voilà, je suis un homme. Voilà, j'ai du vécu, j'ai plus de recul sur la vie. Mm. Mm. Mais mon père, mon père, ma mère, mais voilà, mon père, vraiment des vrais piliers de ma vie, mais dans le sens où ça a été mon leitmotiv pour réaliser mes rêves, tu vois. Oui. Et en fait, sa perte, c'est comme... c'est pas... En fait, quand tes parents ils sont là, tu peux aller chercher des choses, surtout quand c'est tes leitmotifs, parce que tu es animé par ce sentiment où ils sont fiers de toi, tu vois. Et ça fait que tu as envie d'aller chercher les choses. Moi, c'est pour ça que je suis allé chercher les choses à partir de mon Verrières le Buisson à la Ligue des Champions. C'est parce que je voulais que mes parents ils me regardent avec ces yeux fiers, de la fierté, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que, voilà, et j'ai d'autres ambitions, mais sans lui, tu relativises même trop. Tu te dis, bon, est-ce que je vais aller chercher ça? Par exemple, je sais pas, moi, juste être sélectionneur de l'équipe du Tchad, t'as vu, ça leur a rendu fier, tu vois ce que je veux dire? Là, tu te dis, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. Et par rapport Sentiment d'accomplissement. Ouais, sentiment d'accomplissement. Et par rapport à Brian, Brian, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est une personne dans le football, ce genre de personne que tu rencontres rarement enfin, tu rencontres rarement des personnes dans le football avec autant de qualité, de générosité. Brian, c'est quelqu'un, tu sais, il peut être endetté. Il voit quelqu'un à la rue, il dit, s'il te plaît, prête-moi 1000 euros. Il est capable de... Lui-même, il est endetté, il est capable de lui passer 1000 euros, tu vois ce que je veux dire. Et le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main. Et on a tellement d'historique ensemble, tu vois, que vraiment, c'est une perte très dure, franchement très dure. Et ouais, je parle un peu, il y a un peu d'émotion, mais ouais, je comprends, ça se ressent. Mais c'est vrai que ça a été encore un autre coup de massue, tu vois. Parce qu'il était, quand tu as connu Brian, tu ne peux que l'aimer, que l'apprécier. Et il s'est bonifié à chaque fois, du centre jusqu'à l'âge adulte, il a fait que se bonifier, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc voilà, ça fait partie des choses de la vie voilà, qui arrivent. Mais encore une fois, heureusement que j'ai cette approche de la vie, cette spiritualité qui t'aide, qui m'aide justement à relativiser et à accepter le destin, tu vois. D'accord.
En tout cas, je te remercie en fait pour ce témoignage, parce qu'on ressent beaucoup d'émotions. C'est délicat, c'est pas évident de se livrer. Je pense qu'encore une fois que voilà, les gens vont découvrir sur un autre angle qu'ils ne connaissaient pas. C'est voilà, des phases que c'est pas évident d'aborder. Donc vraiment, merci. Et ça permet de prendre conscience à quel point la vie est importante. Souvent, on se prend la tête pour des choses futiles. Aujourd'hui, on est là. Demain, on peut ne plus être là. Bien sûr. Parfois, on a des peurs d'agir, de faire certaines choses, alors que concrètement, c'est des illusions. Parce que concrètement, c'est que dans sa tête que ça existe. Et ces départs sont toujours des rappels pour nous rappeler vraiment la chance qu'on a de pouvoir vivre. Et je pense que le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est de vivre pleinement. Donc, je pense que le meilleur est à venir. Et d'ailleurs, justement, quel type de projet pourrait te plaire à l'avenir? Comment tu te projettes? Moi, j'ai envie de te dire, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un projet où j'ai la chance d'être éducateur, d'être responsable d'un pôle U10 à U16, comme je t'ai dit, de transmettre. Pour l'instant, voilà, je suis épanoui dans ça, tu vois. Oui. Je suis épanoui dans ça. Je suis dans un club qui justement, dont le président, la manager générale, ils investissent dans la formation. Ils ont le souci de mettre les meilleurs éducateurs, tu vois, pour travailler avec les jeunes du club. Et ça, je peux pas... je les remercie pour ça. Je peux pas tomber sur un projet avec, aussi en adéquation avec ma vision du foot et de ce que j'ai à redonner, à transmettre, tu vois. Et pour ça, c'est top, tu vois. C'est top. Et voilà, et vraiment, je m'épanouis dans ce projet. Oui, ça se ressent. Hein. Mais si on va dire, on se projetait plus loin, plus large, Ouais. en dehors justement de ce projet dans lequel tu es actuellement, est-ce qu'il y a peut-être d'autres aventures qui pourraient te plaire, justement? Ouais, après, demain, voilà, je pourrais t'emmener à coacher, à être entraîneur d'équipe senior, voire de sélection, à l'image de mon compatriote Emers Faé, tu vois. Et puis même d'autres choses, tu vois ce que je veux dire. En travaillant avec toi sur l'image, j'ai vu que ça pouvait m'apporter, ça m'a apporté beaucoup d'ouverture, de possibilités. Donc, je ne suis pas fermé, je suis ouvert vraiment à tout, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il faut juste que le projet soit en accord avec mon image et mes valeurs, tu vois. Mais oui. Tu es ouvert, en fait. Je suis ouvert. D'accord, ok. Non, mais c'est important de le dire parce que des fois, quand tu es dans un domaine et tu es déjà bien, comme tu l'as bien expliqué, bah, de l'extérieur, en fait, comme on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on peut croire que voilà, tu es déjà bien, donc en gros, tu vois, je me suffis de ça. Alors qu'en fait, non, donc tu seras vraiment ouvert à des projets qui sont en adéquation avec tes valeurs, pardon, et qui te permettent de t'épanouir. D'accord, ok. Donc là, on se rapproche de la fin du podcast. Si tu devais faire le bilan de ta carrière d'un point de vue humain et ensuite d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu dirais? D'un point de vue humain, j'ai beaucoup évolué et de manière constante parce que plus tu avances, plus tu prends de l'âge, plus tu tires du bénéfice de différentes expériences de vie. Tu vois, j'ai vécu dans au moins 3 continents différents, avec des cultures différentes. Tu as appris des langues aussi différentes. J'ai appris des langues différentes, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, humainement, ça a été une richesse énorme, incommensurable. Ça n'a pas de prix, tu vois. Donc voilà, côté humain, je pense que je pourrais faire anthropologue. Tu vois, non, voilà, ça a aiguisé une certaine sensibilité, tu vois ce que je veux dire. C'est important ce que tu dis parce qu'il faut savoir aussi le valoriser. C'est-à-dire que, voilà, dans ta jeune carrière, tu as quand même parcouru le monde. Ouais. Tu as vu différentes cultures, comme tu viens de le dire, tu as appris différentes langues. Ça t'a permis, entre guillemets, de sortir en fait d'une bulle que la plupart des gens, malheureusement, ne découvriront peut-être jamais. Bien sûr. Donc, je reviens entre parenthèses à ton titre de la valeur de l'échec. Moi, j'aime pas trop le mot échec. Moi, j'aime bien parler d'expérience. Et en fait, tout ton parcours, en fait, c'est aussi une forme d'expérience, finalement. En fait. Bien sûr. Donc, c'est pour dire que, en fait, voilà, faut savoir, entre guillemets, vraiment savourer
son parcours. Bien sûr. Parce que ton parcours, en fait, si je voulais en parler aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il est extrêmement riche. Et parfois, en fait, quand on a un degré d'exigence assez élevé, on peut parfois le minimiser. Bien sûr. Parce qu'on a des critères très, très élevés par rapport à la manière dont on a été formé. Bien sûr. Mais par rapport, entre guillemets, à quelqu'un de monsieur, madame, tout le monde, je dirais, c'est énorme. Tu vois, tu as quand même vécu énormément d'expériences. Voilà, tu as connu des bons trains de vie, tu as voyagé, tu vois. C'est pas tout le monde qui a forcément ces opportunités-là. Donc, c'est pour ça que je voulais l'ajouter à ce que tu venais de dire, pour dire que vraiment, tu peux être fier de ton parcours. Vraiment. Merci. Vraiment. Et d'un point de vue professionnel, du coup, sportif. D'un point de vue professionnel, c'est vrai que je suis content parce que tout à l'heure, tu parlais, tu n'aimes pas le mot échec, mais quand tu lis le livre, tu te rends compte que c'est pas un échec. C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Mais voilà, c'est un état d'esprit. Ouais. Mais voilà, pour que les gens ils comprennent, je voulais qu'il y ait le mot valeur parce que je voulais qu'ils comprennent que même quand tu trébuches, il y a du bien. Tu vois, si tu sais te relever, si tu sais tirer les enseignements de ça, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et voilà, c'est pour ça que ceux qui liront le livre, ils vont voir mon cheminement et même professionnel. Et toujours à côté, il y a mon cheminement humain, tu vois ce que je veux dire, et comment j'ai évolué. Comment j'évolue, tout ça. Et voilà, donc je me suis servi. C'était joint les deux en même temps, tu vois ce que je veux dire. J'ai évolué aussi bien professionnellement que humainement, et les deux, ça a donné le fruit et le résultat de qui je suis aujourd'hui. Voilà, et vraiment, je ne regrette pas mes choix, tu vois. Je ne regrette pas mes choix parce que, quelque part, la vraie richesse, elle n'est pas matérielle, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne regrette pas mes choix. Ouais, c'est très bien, justement, de l'accepter entièrement, ce parcours. Et si, par exemple, tu avais un message à laisser aux gens pour qu'ils comprennent enfin, par exemple, qui tu es. Je sais que c'est pas forcément ta recherche première, mais je pense qu'à travers ton parcours, là, on arrive à mieux te cerner. Ouais. Donc, quel message, par exemple, tu aimerais laisser à tes proches, par exemple, voilà, par rapport à tout ça? En fait, qui je suis, je suis une personne qui va toujours faire des choix en accord avec la personne, ouais, qui sont l'être qu'il est sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que si sur le moment, je suis dans tel état d'esprit ou quoi que ce soit, mes choix seront faits par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait que je ne trahirai jamais ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, s'il y a eu des incompréhensions de la part de mon entourage, ma famille, sur mes choix, j'ai fait les choix en accord avec la personne que j'étais sur le moment, tout simplement. Très bien, très bien. Et j'ai une autre question qui me vient. Maintenant qu'on a retracé tout le parcours, si tu vas voir le petit Sylvain en face de toi, celui qui rêvait, celui qui était innocent, qui avait vraiment voilà, les grands yeux et tout ça, maintenant que tu sais ce qui s'est passé, ce que tu l'as vécu, Bien sûr. quel message tu lui dirais? Quel message tu lui laisserais? Moi, j'ai juste un message à dire. Oui. Avec les valeurs que tes parents t'ont transmises. Oui. Humilité, travail, respect. Continue. Continue comme ça. Et juste une chose, c'est que quand tu as des incompréhensions, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, quand il s'est passé des choses, soit d'injustice, soit... Va voir la personne et demande-lui pourquoi. Sinon, change rien. Parce que le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas être allé voir les personnes quand il y avait des choses que tu ne comprenais pas. Ou que quand tu pensais qu'il y avait des injustices qui avaient été subies. Voilà, à notre rencontre, à mon rencontre pour le cas. Ouais. Mais en dehors de ça. Voilà. Ok. Donc tu es là plutôt quand même à l'aise. Donc moi je veux conclure plus ou moins ce podcast et dire qu'en fait, moi j'étais vraiment ravi de cet échange parce que j'ai senti de l'authenticité. C'est ce que j'attendais de toi. Et je pense que vraiment là, on va mieux te cerner. Moi, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir mettre en valeur au mieux ton parcours, qui soit valorisé à sa juste valeur. Pour moi, c'était très important. Parce que quand on a un parcours riche comme le tien, pour moi, c'était impossible, en fait, qu'il ne soit pas exposé de manière lisible pour que tout le monde comprenne vraiment à qui, justement, on a affaire. Donc, encore une fois, bravo pour ton parcours. Merci. Vraiment, tu peux être très fier. Et je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Je vais juste revenir. Tout à l'heure, tu me demandais des anecdotes et tout.
C'est vrai qu'il y a une anecdote que je voulais qu'on qu'on se remémore, c'est quand on était parti voir Karim Benzema au Real Madrid Ok. et qu'on était parti au centre d'entraînement là Ah, ok, ouais, bah, des basses. Mm. et qu'on arrive, il y a les supporters madrilènes Mm. qui étaient là à l'entrée Mhm. et eux, ils ne savaient pas qu'on attendait Karim. Mm. Et puis, ils commençaient à mal nous parler. Oh, laissez les voitures rentrer, faites de la place. On sentait qu'on les dérangeait. Parce que, voilà, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le centre d'entraînement, voilà, c'est interdit au public. Tu vois. Donc, il n'y a que les joueurs qui y rentrent et basta. Mm. Et les supporters madrilènes et tout, ils commençaient à faire les malins avec nous. Mm. En temps normal, si on savait qu'on n'avait pas si on savait qu'on n'avait pas la carte KB9 qui arrive, bon, on serait peut-être embrouillé parce qu'ils faisaient trop les malins, tu vois ce que je veux dire? Mhm. On n'a rien dit, on a patienté, on a souri seulement, à l'instar de l'équipe de France contre le Paraguay. Là. Mm. Ah, ça, On chapeau. a souri seulement. Mm. Et après, c'est pas grave, on était là. Et puis après, on voit une voiture qui arrive, une Audi là. Mm. Et c'est Karim Benzema. Mm. Il rentre et il nous fait signe, venez. Oh là 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 là. Mm. Fallait voir les visages. Ouais. Ah oui, j'ai rien compris. Les Madrilènes, ils n'ont rien compris. J'ai rien compris. C'était un truc de fou. Parce que c'était interdit, en fait, Ben ouais. aux médias, au public. En fait, tu ne rentres pas. Donc, quand nous, on est rentrés, c'est vrai qu'ils étaient choqués. C'est qui ces gens-là? Après, il nous voyait rentrer dans sa voiture. Ouais, j'ai jeté un regard comme ça. J'ai dit, dis même pas, je te calcule, toi. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Et après, on est rentré Ouais, normal. dans le normal. centre et tout. Mais voilà, et après. Il s'est voilà. passé ce qui s'est passé, C'est mais passé, ça c'est sera pour passé. d'autres épisodes. Ouais, exactement. Donc, Mais c'est pour montrer justement la richesse aussi de choses qu'on a vécues. c'est ça. Il y a tellement de choses, en fait. Bien Donc, sûr. c'est une belle anecdote, en fait, Ouais. pour clôturer justement Bien ce sûr. podcast. Donc, encore une fois, merci. Mm. Merci à tous ceux qui ont pu voir justement ce podcast. Et n'hésitez pas à commenter, laisser votre avis, partager si vous pensez que ça peut être aussi utile à des personnes de votre entourage. Et moi, je vous dis à bientôt, sûrement pour un prochain épisode. Donc, merci à tous.